Alors, je suis pas chez moi, donc hop, c'est pas mon... c'est pas chez moi, mais il est pas mal ce setup quand même. Comment ça va? Bon, la voix est un peu voilée, les petits microbes de l'hiver, mais rien de méchant. Très très heureux de vous retrouver pour cette journée de triple stream. Dans triple stream, il y a 3. Comme dans Bronze 3. Puisque, pour ceux qui étaient là hier soir, on s'est fait un petit pic Hello Bronze 3 sur Valo, qui est mon nouveau pic. Voilà. On a pic Bronze 2 il y a longtemps. On était retombé. Oui, tu y fus de Original Pimous dans l'enfer du fer. Et là, je sais pas, espèce d'état de grâce, on est resté Bronze 2 bien installé, ça voulait plus descendre. Et oui, Framboise, tu as raté ça. Et puis, hier soir, je sais pas, 3 wins, une even, une égalité, voilà, avec beaucoup de soutien du chat, voilà, y compris dans les moments durs, les moments de silence, les moments où les regards se faisaient noirs, quand je rage tout seul parce que j'en mets pas une, et voilà. Et on a fait un petit Bronze 3 hier, et comme un petit parfum de silver qui se profile là, voilà. Donc double stream hier, revue de presse et Valo dans la soirée, et triple stream aujourd'hui, puisque ce matin, donc revue de presse, jusqu'à midi, ma belle émission MVP, ma vie pro, cette émission qui vous propose d'explorer, de parcourir les différentes... non, il n'y a pas eu trop de MDR hier, Cleclerc. Ça m'énerve les MDR. Les différentes voies professionnelles, pour que chacun puisse trouver la sienne, les jeunes qui ne sont pas encore dans le monde du travail, les étudiants, les lycéens, les collégiens, mais aussi ceux qui sont déjà salariés dans le monde du travail d'une façon générale et qui peut-être auront envie de se réorienter. Donc on a une belle émission ce midi. Tiens, moi, je vais vous montrer le visuel. En vrai, il est pas mal le MVP de ce midi. Je suis passé par mon iPad, c'est plus simple. Tchouk, incroyable. Alors, tac, regardez. Ouais, vous l'avez. Oh, ça marche, du feu de Dieu. Regardez, avec le go de Jean Massier. Trop content de le retrouver, Jean, l'excellent Jean, entre spécialiste de l'actualité politique et que j'avais plaisir de retrouver dans l'hebdo Étienne et qui vient dans MVP. Le MVP qu'il est, alors pas en simple invité, mais en chroniqueur. Hein. Et Jean, justement, il va nous faire une chronique très intéressante pour répondre à cette question: quand on veut, on peut. Point d'interrogation, c'est pas une affirmation, bien sûr. Est-ce que l'énergie, l'investissement, le travail suffit pour réussir? Évidemment que non. Il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en lice: l'origine géographique, sociale, le genre, la santé physique, mentale, éventuellement le handicap, tous des sujets qu'on va évoquer dans cette émission. Et Jean, justement, il mettra une limite à cette affirmation qu'ont certains: quand on veut, on peut, qui est un petit peu simpliste. Voilà, donc Jean va nous parler de ça. Il y a Bakabou aussi qui va éclairer. Alors j'ai lu sa chronique hier. Bakabou, c'est une créatrice de contenu, c'est une youtubeuse, c'est une streameuse et qui aime bien jouer sur l'humour et qui nous a fait une jolie chronique assez humoristique sur comment sortir de... J'en ris parce que je connais sa chronique. Comment sortir de sa dépression ou de son burn-out. Évidemment, et Bakabou ne nous donnera que des mauvaises solutions. Pardon, je ris, mais vous allez voir, c'est bizarre de rire de ça, mais en vrai, c'est très drôle. Moi, ça m'a fait beaucoup rire. Et puis Ludovic B, le pilier Ludovic, le spécialiste justement de l'exploration des métiers, voilà, qui à chaque émission, 2 fois par mois minimum, nous fait découvrir différents métiers. Voilà, là, ce sera un métier de sportif professionnel, vous verrez lequel tout à l'heure. J'ai plusieurs studios pour live, oui, non, Jérém, c'est pas la super production, mais c'est juste que quand j'ai MVP, ça se passe pas chez moi parce que c'est un beau studio un petit peu waouh quoi, 3 invités, 3 chroniqueurs, belle régie et tout, donc c'est pas chez moi et du coup j'ai un petit, on me prête un petit studio qui est juste à côté pour pouvoir enchaîner. Il y aura 5 minutes de pause entre on va dire 11h55 et midi et du coup là, je stream pas dans mon studio habituel effectivement, mais j'avoue que ce petit décor est plutôt cool. On a reproduit un peu mon chez moi, mais librement. Vous retrouvez le petit Tintin, vous retrouvez les néons que j'aime bien. Il y a une petite race derrière parce que j'ai beaucoup main race. Sur Valo, il y a des néons comme j'aime. Voilà, j'aime bien ce petit décor. Oui, c'est un fond vert. Mais c'est un beau fond vert. Ouais, mon premier fond vert. Oui, et avec maquillage en live. Tite Enclume a raison. Normalement, on se fait maquiller en live parce que l'enchaînement se fait très très vite entre la revue de presse, la matinée et Étienne et MVP, et donc on s'est rendu compte qu'on n'avait pas le temps de me maquiller entre les deux, et donc la maquilleuse qui est une nouvelle, je crois, pas celle que je vois d'habitude, devrait passer un moment et me donner un petit coup de poudre ici, de poudre de maquillage. Je vous connais. Juste avant l'émission, voilà. Bon, voilà. La dernière fois c'était en plein milieu du Proche-Orient, c'était un peu bizarre, mais
Bah, en même temps, c'est ça ou j'ai l'air malade après à l'antenne, quoi. Bon, ça va vous? Sinon? Ça va bien? La pêche? Attends, je vais me baisser un peu mon retour casque. Il est où mon retour casque? Non, c'est pas ça. C'est hier. Voilà. Bien, la patate? Waouh, ça va, moi je suis heureux. Oh bah, Hardro Gamer, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la maladie du côté de méthode Manax. Super heureux de vous retrouver ce matin, très heureux de te retrouver aussi, Étienne. Ouais. J'avais examen ce matin, j'ai rendu copie blanche, donc ouais, oui. Toujours debout, toujours la banane, c'est pas Renaud qui chantait ça à un moment. Tranquille, entêté cette semaine, première fois de ma vie, quel banger. Ah ouais, c'est bien ça. Malade angine, ah vous voyez, hein, ils sont là les virus. Hein. Ouais. Je suis enrhumé, j'ai le dos bloqué. Ah ouais, Gaëléris, ok. L'insomnie, c'est ça que tu voulais dire, Overcross qui tape de plus en plus fort des conseils. Aïe. Moi je prends de la mélatonine, c'est assez naturel en vrai, hein. C'est ce truc tu sais, pour le décalage horaire là. Et en fait c'est une aide à l'endormissement qui est beaucoup moins fort qu'un somnifère. Moi je prends ça. Ça marche bien, ça se vend en pharmacie, c'est en vente libre. Je sais pas si ça peut se tenter. Alors, Freedom Steak, mon chouchou, ton message premier degré, c'est une incitation à consommer des stupéfiants. Je suis pas sûr que les modérateurs laissent passer ça. Je pense que ton message va être supprimé. Je pense que tu vas te prendre un petit Théo, un petit time-out provisoire. Du coup, il y a time-out, le jeu qui revient dans pas longtemps d'ailleurs. Bah ouais, mais t'es fou. Bah oui, voilà, tu t'es pris 10 minutes de coin. Bah ouais. Prochaine fois, c'est Mad Def, hein, chouchou. En plus, stupéfiant, quoi. Hein, je viens de parler de mélatonine et toi, t'envoies la cavalerie, quoi. Ah, nom de Dieu. Oui, enchaînement de pros, c'est vrai. C'est pas possible, il y en a qui sont... Mais vous êtes fala, quoi. Vous êtes fala. Bon, triple stream aujourd'hui. On va commencer la revue de presse, les articles dans un instant. Pour le coup, autant hier, on était que sur des mauvaises nouvelles. En vrai, ce matin, j'ai trouvé... Alors, je dis pas que c'est pas le monde des bisounours, c'est pas que des bonnes nouvelles, mais je trouve que on a des infos qui changent un peu d'habitude. Voilà. Triple stream aujourd'hui parce que revue de presse ce matin, donc 10h midi, MVP ensuite, ok. Et 19h, normalement c'est 19h, à moins que ce soit retardé, un petit stream avec les amis Trivia, Little Big Whale, Romain le bouseux, et AlphaCast, où on va découvrir ensemble la nouvelle extension de Diablo 4, auquel j'ai joué en début de semaine, donc l'ancienne formule, on va dire. Et donc depuis est sortie la nouvelle extension Diablo 4, Vessel of Hatred. Voilà. Et on va y jouer tous les 4. On va se faire un petite équipe, je sais pas si on peut dire 4 stack, ce soir 19h, 20h. Voilà. Donc triple stream aujourd'hui. Et j'aime ces journées où ça stream beaucoup. Ouais. Cluster One, oui. The Vessel of Hatred, la vaisselle de la haine, exactement. Tu deviens un vrai gamer. C'est Sébastien, hein. C'est ça, Guillard de AlphaCast. C'est Sébastien, je crois, hein. Tu as raison, hein. Un peu chiant d'avoir des vieux croulants, mais bon, ça parle de moi, là. Ça parle de moi. C'est ça. C'est Seb. Ouais. Sébastien. Voilà. Donc 3 chouettes personnes. Moi, je me réjouis. Et puis demain, il y aura du double stream, je pense. Et puis, voilà. Et puis dimanche, il y aura un simplet sur Dofus. Et je pense que je vous révélerai aujourd'hui ou demain. Samuel, je ne sais pas si ce que tu as ce matin, mais tu brilles. Il me fait un peu chaud dans cette pièce. Est-ce le fait d'être passé bronze 3 hier soir? D'ailleurs, j'ai vu un article dans les Échos qui en parle. Trop mignon. Salut Alexandra. Ah, il y a un article dans les Échos sur le fait que je brille. Et donc Dofus dimanche. Ouais. Et avec un chouette invité. Voilà. Alors je vous le révèle aujourd'hui ou demain. Le visuel est en préparation. C'est quelqu'un qui est très occupé. C'est quelqu'un qui a trouvé un petit moment dans son emploi du temps. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Vraiment. Un vrai coup de cœur. Un peu comme pour Elian. Qu'on arrête hier soir. Elian qui est venu dans Sameplay me faire découvrir The Last of Us dimanche dernier. C'est en replay sur ma chaîne YouTube. Et hier soir, qui était en train de faire des pâtes. On l'a raid hier soir. Je sais pas, il était 23h, il était en train de faire des gnocchis. L'eau était en train de déborder, ça n'avait aucun sens. C'est Elian, quoi. Voilà. Bon. Est-ce que vous êtes prêts pour un petit sommaire? Les gnocchis Saint-Agur. J'ai pas la ref. Elian tellement drôle, j'ai adoré. Elian, quoi.
Par contre, le raid hier midi, j'ai pas compris le principe. C'était quoi? Ah oui, j'ai raid Evoxia qui était en train de dormir. Ouais, c'était un peu spécial. Salut Camille, à tout à l'heure. Prêt pour un sommaire? Attends, je vais me chercher une boisson. Chercher une boisson. C'est, en ce moment, c'est un je tousse. C'est pas méchant, mais je tousse un peu. Petite boisson. Avec tes triples lives, tu vas bientôt faire comme un live de 35 heures. Je sais pas, ouais, hein? Ouais, Dofus. Saint-Agur, Roquefort. Okay. Je bois quoi? Bah, ça, c'est une boisson que je fais moi-même. C'est à base d'orge pilée, que je fais macérer un petit peu. C'est de l'orge pilée, voilà, et avec du jus de radis. C'est plein de vitamines, c'est très très... et en antioxydant, c'est une boisson que je fabrique moi-même, que je fais... que je fais macérer, voilà. Et je rajoute des herbes de forêt. Des herbes de forêt que je cueille moi-même les dimanches de pleine lune, parce que c'est des herbes particulières. Voilà, ouais. En dansant, ouais. En dansant nu. Oui. Tout à fait. C'est moi qui fais ça. Est-ce que vous êtes prêts pour le sommaire? Alors, je sais plus où il faut que je clique. Ici, je crois. Ouais, je vous ferai goûter. Comme Josiane Pichet, exactement. Souvent, c'est avec Josiane que je vais cueillir ces herbes. Alors, les amis, on a, je trouve, une revue de presse assez intéressante ce matin parce que il y a des thématiques que j'ai pas souvent abordées. Regardez, par exemple, questions. Hein, vous avez souvent eu cet échange, je pense, avec des amis, des gens de votre famille, en mode, mais c'est bizarre. Hier, on parlait de partir en voyage à Caracas, et voilà que mon téléphone ou mon ordinateur n'arrête pas de me proposer des bons plans pour aller à Caracas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que notre téléphone nous écoute? Attends, j'ai pas remercié les subs, j'ai eu 1000 subs depuis tout à l'heure, je vais vous remercier dans un instant. Bonne question en une du Parisien. Voilà. Smartphone ni d'espion. Alors attention, le Parisien fait la part des choses. Il dit pas le téléphone littéralement vous écoute, parce qu'en fait, voilà. Romain le dit, Micode a expliqué ce sujet, c'est impossible. Voilà, il vous écoute pas littéralement. Voilà. Taya a tout résumé d'une phrase. Taya, espionne oui, écoute non. Oh bah j'ai rien à vous dire. Bon, moi je vais cut le live. Hein. C'est exactement ça. En fait, oui, le smartphone vous espionne, notamment vous. Là où vous allez, etc. Il échange même avec d'autres smartphones quand ils sont par exemple sur le même réseau, c'est assez rigolo, mais il n'écoute pas. Et les iPhones un peu moins que les Android. Mais comment vous savez? Mais vous savez déjà tout, Romain! Oh! Voilà. Donc le dossier est assez intéressant pour ceux qui ne savent pas. Non, je ne vous enverrai pas à Caracas. Alors, hier, certains ont glosé pendant des heures, mais la première motion de censure que doit affronter le nouveau Premier ministre, Barnier. Vous vous rendez compte quel suspense intolérable? Bon, je vous ai expliqué hier matin qu'il n'y avait aucune chance que cette motion de censure passe pour des raisons qui étaient bien connues. Bon, elle n'est pas passée. Voilà, bon. Donc en fait, non, il n'y a aucun suspense. Bon, on va quand même résumer l'histoire. Comme le raconte Libération, sans aucune surprise, Barnier n'est pas censuré. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une censure à un moment. Un gouvernement veut... Donc même pour ça, il y a une condition. Il faut que le Rassemblement national vote la motion de censure avec la gauche. Ce qui est un petit peu compliqué. Mais pas impossible. Alors ça, je ne savais pas ça. Il y a une guerre au PS. Vladi pas que François Hollande... cette boisson artisanale que je fais moi-même est incroyable. Part en guerre contre l'actuelle direction du PS. Nom de Dieu. L'ancien président de la République socialiste part en guerre contre Olivier Faure. Il demande un nouveau congrès et un nouveau premier secrétaire. Ouh, pourquoi? Comment? Bon, je vous résumerai ça assez rapidement. Alors, ça, c'est intéressant parce que hier, on a évoqué le fait que cela faisait 1 an depuis les attentats du Hamas contre Israël, 1 an depuis le début de la guerre d'Israël contre les Palestiniens, la bande de Gaza, guerre à sens unique. Et
la question c'est mais comment mettre fin à ça? Et je vous disais, la seule solution c'est un jour la création d'un État palestinien grâce à la mobilisation de la communauté internationale. Tout le monde le sait, tout le monde sait que c'est la seule solution pour amener la paix un jour dans la région. Justement, dans la dernière édition du Monde, on constate l'impuissance diplomatique de la communauté internationale au Proche-Orient. Voilà. Donc on évoquera ça justement, le constat alors qui nous apprend rien quelque part, mais nous explique un petit peu pourquoi les pays occidentaux et arabes sont incapables d'arrêter la guerre. Voilà. Oui, Hackmaker a raison, soyez cool sur le sujet, Proche-Orient, pensez au modo. Voilà. Mettez un peu l'intelligence surtout dans vos commentaires, quoi. Ouais. Là, ça commence déjà. Dans le sommaire, ça commence déjà le débat sur le Proche-Orient. Ok. Les impôts. Alors, les Échos pensent savoir ce qu'il va y avoir, je crois que c'est demain, dans le projet de loi de finances pour 2025. C'est jeudi, ouais, c'est ça. Demain, le gouvernement Michel Barnier va présenter son projet de loi de finances, son projet de budget. Un budget, c'est des dépenses et c'est des recettes. Des prélèvements, des impôts. Donc là, on sait a priori que les dépenses vont être réduites, parce qu'on a, la France a un gros déficit, et a priori les recettes augmentées, c'est-à-dire les impôts. Qui va payer plus d'impôts? Est-ce que les particuliers vont payer plus d'impôts? Si oui, lesquels? Est-ce que les entreprises vont payer des impôts? Si oui, lesquels? Eh bien, les Échos. Le journal Les Échos pense avoir la réponse. Voilà. On verra si, ce qu'il y a dedans, et on verra après si les Échos ont raison. Cette photo est tellement sombre. Alors on parle d'augmentation des impôts et toi, Original Pimous, tu trouves que le ciel est un petit peu sombre sur cette photo. C'est le côté un peu artistique de The Original Pimous. On est dans l'exégèse artistique. C'est pesant. T'es sensible ce matin, mon Original Pimous? Tu es oppressé par ce ciel gris sur Bercy? Oh nom de Dieu! Alors, faut pas que tu sois faut que tu squeezes la séquence Proche-Orient, parce que si ça te pèse, waouh, c'est le problème des artistes, ça. Original Pimous, c'est le problème des artistes. C'est le problème des artistes, ça. Ils sont trop sensibles, trop sensibles. C'est trop chaud en vrai. GG mon frère. Au début, je pensais pas vous en parler, et puis après, il y avait un article dans quasiment chaque journal ce matin que je lisais sur je sais pas si on dit le Wegovy ou le Wegovy, ce médicament anti-obésité. Qui arrive sur le marché français. Mais en fait, d'abord, il y avait plein d'articles, et puis je me suis rendu compte qu'en fait, ça pouvait concerner plein de gens, et parfois pour de bonnes raisons, pour des raisons de santé, de lutter contre l'obésité, le très gros surpoids. Voilà. On dit V, on dit quoi? Comment on prononce? Le Wegovy? Comment vous dites? C'est ça? Vous aussi, vous dites ça? Attends, je vais remercier les subs, je suis désolé, j'arrive dans un instant. Wegovy? Pourquoi Vi? Parce que c'est... Vous n'êtes pas d'accord. Mettez-vous d'accord. Je ne continue pas cette revue de presse. Alors, j'ai un Wegovy, j'ai un Vegovy, et j'ai un Vigovy. J'ai un Gergovy, j'ai un Vogivo, j'ai un Wigov. Ah ouais, d'accord, ok. J'ai un Grégory, j'ai un Chorizo. Bon, je crois que je vais cut le stream parce que vous n'arrivez même pas à vous mettre d'accord sur une prononciation. Alors vous mettre d'accord sur le Proche-Orient. Oh là, vous m'épuisez. Bon, on verra bien. Non mais en vrai, voilà, je me suis rendu compte que il y avait vraiment des enjeux de santé publique, et puis il y avait aussi des enjeux de détournement, de gens qui ont envie d'utiliser ce médicament, pas forcément pour lutter contre l'obésité, mais pour perdre 1 ou 2 petits kilos, pour être beau sur la plage, ou pour être beau devant la caméra quand on est streamer par exemple. Et ça c'est pas forcément l'objectif, quoi. Donc on se penchera là-dessus. Et puis, alors un truc qui est pas gay, mais dont je pense qu'il faut parler, parce que peut-être que ça va parler à certains dans la commu. Certains chercheurs parlent d'une véritable épidémie de solitude chez les jeunes. C'est-à-dire que y a quand même beaucoup de jeunes constatent les associations, mais aussi les chercheurs qui ont bossé sur le sujet, qui constatent que y a notamment beaucoup de vingtenaires, voilà, ou de gens un peu plus jeunes ou un peu plus âgés. Dynamite Gold dit c'est faux. On a Dynamite Gold qui est le grand spécialiste de la solitude chez les jeunes à l'international, qui a écrit plusieurs mémoires et qui a même fait une thèse sur le sujet, dit c'est faux.
Pourquoi ? Je ne sais pas, c'est juste. Voilà, c'est juste. Il n'y a pas de débat, c'est faux, c'est tout. C'est Dynamic Gold qui a écrit ça. Alors, Dynamic Gold, tu sais. Dynamic Gold qui sait mieux que tout le monde écrit Twika. Bon, on va peut-être lire le papier, puis après, tu pourras nous donner une petite analyse. Hein, Dynamic Gold. Mais le c'est faux, il est un petit peu court, quoi. Hein. Donc, non, en vrai, c'est assez intéressant. Alors, épidémie de solitude, le mot épidémie est débattu. Alors, certains chercheurs ne sont pas d'accord avec ça, mais c'est assez intéressant. Voilà. Mais bon, c'est faux évidemment parce que Dynamic Gold a plein d'amis et il est jeune, donc c'est complètement faux, bien sûr. Hein. Donc quand l'exemple isolé suffit à faire une démonstration sociétale, ce qui est assez intéressant. J'ai 22 ans et je m'y retrouve, mais bien sûr qu'il y a des trucs. Donc on va en parler tout à l'heure. C'est pas mal, hein ? C'est vrai ou c'est faux ? Mais je sais pas que la maquine, on va lire l'article d'abord. On est en sommaire là. Les gens qui ont un avis dès le sommaire, c'est inquiétant en fait. Avant même d'avoir, ça veut dire qu'en fait, tu as une opinion sur un truc. Et tu sais que quels que soient les échanges, quelles que soient les lectures que tu vas faire là-dessus, tu vas pas changer d'avis. Hein ? Non. C'est quoi la ref System of a Down ? J'ai pas la ref. Ah. Voilà. Sauf s'ils sont spécialistes vraiment. Ouais, mais oui, si le mec a fait une thèse là-dessus, je l'écouterai avec intérêt, bien sûr. Pour le coup, il y a des chercheurs qui s'expriment dans le monde, je crois que c'est dans le monde. Donc, si Dynamic Gold est chercheur sur le sujet, eh bien, on exposera ici même sa pensée, mais à côté de celle des autres chercheurs, évidemment. Non, c'est pas parce que tu es spécialiste d'un sujet que tu es forcément bon. La preuve, moi, je suis spécialiste, par exemple, de quoi je suis spécialiste, moi ? Je suis spécialiste de Valorant. Bon, j'ai quand même un niveau qui fait mal, hein, qui fait un peu pitié. Bon, vous voyez ? Bon, vous en pensez quoi de ce petit sommaire ? En vrai, c'est pas mal ? Je remercie, parce que j'ai pas remercié un seul sub depuis le début de ce stream. Alors là, on rattrape le retard. Babadit, 35 mois. Weirdo, 6 mois. Joli pseudo. Ça me fait penser à Creep. I'm a weirdo, I'm a creep. Comment c'est ce groupe mythique ? I'm a weirdo. Radiohead. Silicilou, c'est ça ? Non, Silicilou. Ouais, c'est ça. Merci pour le 21e mois. Shrine, merci pour le 5e mois. Benoît L'Humour pour le 23e mois. El Fabinho pour le 15e mois. Ça en fait des mois. Né au Vec Bézélache, merci pour le 9e mois. Quick 222, 38 mois. Qui dit mieux ? Mais t'as un quai Dynamic Gold. C'est pour rire. J'aime bien faire ça, c'est pour... Mais merci pour ton message. Quick 222, qui dit mieux ? Personne, puisqu'on est au maximum. Non. Du coup, il y a des gens qui disent mieux dans le chat. Ouais. Est-ce que tu peux me remercier moi aussi pour aucune raison spécifique ? Me dit Astra le Kerbal. Oui, je peux te dire merci sans raison spécifique. Oui. Pauline, 37 mois. Joss Picon, 8 mois. Onigami AX, 13 mois. Au nom de Dieu. Pierre, 631, 18 mois. Sugar Draconien, on aime les Sugar ici. 5 mois. Jérôme, 78, 22 mois. Despotique, 37 mois, nom de Dieu. Madi, 99 Mado, 17 mois. Turin Turambar, 12 mois. Oh là là, j'ai l'impression d'être aux event. C'est pas fini, c'est les subs du matin. Géléris, 21 mois. Bobide et Wing. Pardon. Merci pour le soutien. Gentil Slick, Mister S, Cyril, oh là 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 là. Et à l'instant, ça continue. Mister Cosmos 22, bam, le Prime. Audi Storey, comment vas-tu ? Je t'ai vu tout à l'heure, merci pour le 15e mois. Vadune, 7 mois. Vadune ou Wadune ? Oh là là, Frisketosaur, 27 mois. Azeko, mais vous faites péter un train de live ou quoi ? Azécho, Azeko, merci pour le 10e mois. Elisa, 5 mois. Oh nom de Dieu. Et Babadi, je te remercie tout à l'heure. Est-ce que tu peux m'insulter juste un petit peu, s'il te plaît, Samuel ? Non. Stockfire. Pour ça, il faut venir jouer avec moi, Valo, et être dans ma team ou dans la team en face, et là, je peux rager, quoi. Ouais. Bon, maintenant, on peut y aller. Bonne journée, Cagnou. 36 heures, t'as dormi, Gamebot ? Nom de Dieu ! C'est marrant, au moment où je dis ça, il y a Zomo qui dit nom de Dieu, c'est une nouvelle expression. Ah oui, t'as raison. Bon. Alors, première question, puisque dans 1h30, je cut cette revue de presse pour enchaîner avec MVP. Première question, est-ce que votre téléphone vous espionne ? Tadam ! La une du Parisien, chacun a déjà eu l'impression qu'il est écouté, que son portable transmet des données à son insu ou que des applis discutent entre elles. Nous avons trié le vrai du faux. En vrai, le dossier du Parisien est plutôt bien fait. Il y a un petit édito à gauche
Signé, comment il s'appelle Tanguy, je crois. Tanguy de l'Espinay, qui est plutôt bien fait, et qui dit mouchard de poche. J'avais pas compris la blague. J'avais pas compris. Mouchard de poche. Mouchard de poche. Mouchoir de poche. Ok, je l'ai. Attends, je monte un peu la luminosité parce que je vois rien. Léo passe la soirée chez Léa. Tiens, c'est marrant. Léa. Il se connecte à son réseau Wi-Fi, on papote destination vacances, pourquoi pas la Sardaigne, tiens. Léo parti, Léa effectue une recherche sur son smartphone, sur l'île italienne. Le lendemain, Léo est assommé de promos sur la Sardaigne sans jamais lui-même avoir fait de recherche. Que s'est-il passé ? Son smartphone est-il écouté ? Non, en partageant le même réseau, leurs applis sociales ont considéré qu'ils étaient proches et que les recherches de l'un pouvaient intéresser l'autre. Tu vois, il y a Astra qui nous dit ça m'est arrivé, un jour je parlais de jouets pour chiens, ça m'a mis que des pubs pour ça alors que j'en ai juste parlé. Ouais. Mais peut-être que t'avais quelqu'un dans la pièce qui a fait des recherches, c'est un peu l'idée, quoi. Qu'on se le dise, les smartphones ne nous écoutent pas à notre insu, c'est un peu la conclusion de ce dossier. Ils pourraient le faire techniquement, mais les éditeurs de systèmes d'exploitation n'y ont aucun intérêt. D'abord, c'est illégal, à peu près partout. Et les défis en termes de stockage et de données, voire de batterie de l'appareil, semblent titanesques. Et surtout, leurs clients, les éditeurs d'applications, n'ont pas besoin en fait de nous écouter. Ils ramassent déjà à l'appel des indices sur nos habitudes via les petits traceurs publicitaires embarqués, ce que vous lisez, ce que vous écoutez, ce que vous visionnez, avec qui, à quelle heure, dans un grand Far West où les politiques de confidentialité sont à géométrie variable et où le ciblage publicitaire est un business model, nos applis mouchardent et échangent même entre elles nos petits secrets. Que faire ? Eh bien, ne pas télécharger n'importe quoi. Appuyez sur 7 fois seulement, pas 7 fois, mais 7 fois seulement. Quand une appli demande accès au micro, par exemple, et pas ever, bazardez toutes les applis qu'on n'utilise plus et remerciez le destin de vivre sur le seul continent de la planète. On parle de l'Europe qui semble se soucier un tant soit peu de la protection de nos données personnelles. Smartphone ni d'espion, donc lisons un petit peu ce dossier, puis après je vous lirai vous. Merci Château Lardon, merci Beauruc, vous êtes formidables. Nos téléphones portables intelligents donnent l'impression d'en savoir beaucoup trop sur nos préférences et parfois même sur le contenu de nos conversations. Astuces pour contrer leurs indiscrétions, leurs idées reçues. Merci Clems pour le gentil message et pour le soutien. Martine, tout le monde connaît Martine, s'en souvient très bien. Je pars les vacances avec une amie proche il y a quelques semaines, des destinations de rêve qu'on aimerait un jour visiter. Se rappelle cette responsable administrative de 48 ans. Le lendemain, mon téléphone n'arrêtait pas de me proposer des publicités pour les agences de voyage ou de destination soleil. Bizarre. Nous avons tous vécu l'expérience troublante de cette conversation anodine qui devient, certains en parlaient dans le chat, merci The Voyageurs pour l'abonnement offert à téléphone, bien joué. Conversation anodine qui devient, sans qu'on sache vraiment comment, publicité ciblée sur une application mobile ou un réseau social. Pure coïncidence ? Point d'interrogation ? De lourds soupçons d'espionnage pèsent sur nos smartphones et surtout sur les applications, notamment les réseaux sociaux. Alors justement, c'est en plusieurs points, vous voyez, le Parisien a fait un petit dossier complet sur toutes les questions qu'on se pose dans la matière. Première question, est-ce que mon smartphone m'écoute à mon insu ? C'est en partie faux, nous dit le Parisien. Balayons le fantasme numéro 1. Aucune étude n'a jamais pu démontrer que les smartphones pouvaient littéralement nous écouter en permanence, à notre insu. En revanche, sur commande, il le peut, puisque dire OK Google et Hey Siri suffit pour réveiller la fonction de reconnaissance vocale, ce qui signifie bien qu'il y a une écoute passive. Mais dans ce cas-là, l'utilisateur contrôle le moment où sa voix est ou n'est pas enregistrée. Il n'y a pas a priori, de volonté d'écouter en permanence de la part des assistants vocaux. Voilà. Attention quand même aux demandes des applis que vous téléchargez. Si autoriser l'accès au micro s'entend pour une application de visioconférence, par exemple, ça devient bien plus suspect pour celles de commerce ou de jeux qui le demandent au moment de leur installation. C'est pas parce que, a priori, notamment pour des raisons de loi et de batterie du téléphone et de stockage que ça, globalement ça n'est pas fait, ça n'est pas une raison pour ne pas être prudent quand vous autorisez une appli à utiliser votre micro. Est-ce que les smartphones s'échangent réellement des données entre eux ? C'est en partie vrai. Deux smartphones proches n'échangent pas l'un avec l'autre, sauf si vous les branchez sur le même réseau Wi-Fi. Considérant les deux appareils comme proches ou même parfois appartenant potentiellement au même utilisateur, les trackers publicitaires de l'un et de l'autre vont faire des rapprochements, vont échanger des données. Oui, c'est vrai. Pas jusqu'à connaître vos moindres secrets,
mais en établissant un profil d'habitude numérique, site, application le plus souvent ouvert, échange les plus fréquents. Hein? Est-ce que mes applications, après les téléphones, bavardent entre elles? Il y a un Zodiac qui dit juste ça, c'est abusé, j'ai pas signé pour ça. Ouais, quelque part dans les trucs de 15 pages où on te demande est-ce que vous acceptez ça doit être écrit quelque part. Est-ce que mes applications bavardent entre elles? Oui. Candy Crush ou Instagram ne sont pas des passe-temps gratuits. L'adage quand c'est gratuit, c'est vous le produit s'applique bien à ces jeux mobiles et ces réseaux sociaux dont le modèle économique repose sur les échanges entre les applis et de discrètes régies publicitaires spécialisées. Ces mini-logiciels échangent naturellement avec leurs éditeurs d'origine, mais ils interagissent aussi entre eux. Il est techniquement possible de créer des passerelles entre deux applications à condition qu'elles l'autorisent des deux côtés. Ces échanges de données sont encore plus facilités quand les applications appartiennent à la même entreprise, au même géant, comme Facebook, Instagram et WhatsApp. Voilà. Donc c'est pas mal fait ce dossier, il est assez clair. Merci Olistou pour le soutien. Il y a un sondage, j'avais pas vu. Ça a donné quoi vous sentez-vous écouté par votre téléphone? J'ai pas le résultat moi. Attends, je l'ai là. Oui, 56%. Je l'ai. 56%, non 44%. Merci les modos, vous êtes des goths. La parole à un expert qui s'appelle Robin Kwiatkowski. 2W au Scrabble, ça c'est une dinguerie. Chercheur en cybersécurité. Pour ce monsieur, il est indispensable d'adopter quelques règles pour éviter que nos smartphones... Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Que nos smartphones aient un champ trop libre dans leur collecte de données personnelles. Les smartphones sont de fins observateurs, ils nous observent beaucoup, dit ce chercheur, tout le temps, principalement pour des raisons publicitaires, vous l'avez compris. C'est pas un problème de scène, c'est un problème de zoom. Tiens, regarde. Tu vois? Mais vous n'avez pas besoin de lire. Il y a Naluam qui se plaint. Oh, j'arrive pas à lire. Mais non, c'est une revue de presse. Je te lis. Je te lis. Ferme les yeux. Laisse-toi emporter. Laisse-toi bercer. Voilà. Mets-toi, love-toi dans ton fauteuil. Voilà. Vas-y, relaxe-toi. Arrête de vouloir lire. Tout est en jaune fluo. Je lis. Ne te stresse pas comme ça. Abandonne-toi. Détends-toi, Natacha. Hein? Détends-toi. Non, Natacha, non. Qu'est-ce que tu racontes, toi, que tu vois? Donc, les téléphones sont de très fins observateurs. Ils nous observent beaucoup, tout le temps, principalement pour des raisons publicitaires. Ils sont connectés via d'innombrables réseaux et alimentent des applications, sites, logiciels qui récupèrent données de navigation. Ça, on vient de le voir, ok? Comment lutter si on veut être moins observé, n'est-ce pas? Hein? Il est possible de lire avec attention les conditions d'utilisation des logiciels. Bon, je sais pas qui fait ça, mais on n'est pas beaucoup. Hein. C'est les trucs de 15 pages, là. Avant d'activer, veuillez accepter les... Oh! Salut Joe! Merci pour le raid. Et bienvenue aux amis de Joe qui étaient au studio, je crois, ce matin. Et vous avez peut-être vu des petits trucs. Donc il est possible de lire avec attention les conditions d'utilisation des logiciels, applications, avec cette contrainte de plus en plus fréquente, refuser de partager ces données, équivaut souvent à accepter de ne pas pouvoir les utiliser. Si vous acceptez pas, vous pouvez pas utiliser. Ouais. Reste qu'il est important de connaître les autorisations demandées par une application avant d'installer et voir si cela est logique avec son utilisation. Si cela semble farfelu, je sais pas, une application de photo par exemple qui demande de pouvoir lire vos SMS, ou de shopping demandant l'accès aux contacts, vaut mieux en télécharger une autre, explique ce chercheur. Quelles habitudes avez-vous? Donc demande le Parisien à ce monsieur, qui est un spécialiste de cybersécurité. Il dit, moi j'utilise des bloqueurs de publicité par exemple, pour n'en recevoir quasiment aucune. J'ai également 2 smartphones, dont l'un me sert exclusivement pour les réseaux sociaux. C'est pas con ça. L'observation et la collecte de données personnelles sont leur raison d'être. J'applique également une règle. Grâce au RGPD, j'autorise seulement une fois, ça c'est pas mal aussi, l'accès aux données quand j'utilise l'application. La géolocalisation par exemple pour Waze, je clique à chaque fois sur le bouton autoriser seulement cette fois-ci. Voilà. Car j'ai aucune envie que cette application sache où je vais en permanence. C'est pas mal ça. C'est des bons conseils. Merci Nalwa May pour le soutien. T'es trop cool. Trop fastidieux? Non. Alors lire toutes les conditions l'utilisation des logiciels, ouais, c'est un peu fastidieux, t'as raison, Android Gamer. Mais en fait, moi c'est vrai, je fais pour Waze et tout ça, j'ai autorisé juste une fois. Ouais. Autorisé quand l'application est active, par exemple. Ouais. Vous en pensez quoi? C'est plutôt des bons conseils, non?
Il y a Mich Dej qui dit oui et non. Bon, tu peux développer, mon chouchou? Perso, je m'en fous qu'il sache mes recherches. Arflam, ça c'est parce que t'as rien à te reprocher. Moi par exemple, j'aimerais pas que le grand public sache ce que je recherche sur internet, si tu veux, c'est un peu problématique quoi. Lire les conditions de 38 pages dans un langage juridique impossible à décrypter juste pour nous faire accepter, oui c'est ça un peu l'idée, ouais. Salut Dame Sonia, merci beaucoup Brandy Hot Dog pour le 37 mois de soutien, merci à toi. Les gars, question technique, demande Z personne. C'est normal d'avoir un stage de 40 heures par semaine pas payé? Écoute, je suis pas un spécialiste du droit du travail, mais là, comme ça, je dirais non. Z personne, est-ce que vous avez des réponses à donner à Z personne qui demande si avoir un stage de 40 heures par semaine pas payé, c'est normal? Ça me semble pas super normal, moi. Bon. T'as des choses à cacher, Etienne, bien sûr, mais elles sont bien cachées. Il y a Aldaren qui dit si le stage fait moins de 2 mois, ça fonctionne, mais sinon, non. En Belgique, les stages sont pas rémunérés. Je suis belge, me dit Maxi Elios. Eh ben, dis non. « 35 heures le stage. Par contre, au niveau des heures, 40 heures non, on me dit 35 heures. Et pas payé si c'est moins de 8 semaines. Ah ouais? D'accord, ok. Ça, je savais pas. Ah, mais ça n'a pas beaucoup changé depuis mon époque, alors, ok. Je pensais vraiment que ça avait évolué, que les stagiaires étaient un peu mieux rémunérés. Donc, 40 heures non, c'est 35 heures max, et rémunéré à partir de la 9e semaine. Bon, voilà, le chat, bravo. Tu veux ta réponse? Comment vous savez tout ça, vous? C'est incroyable. Ok, bon, GG. Bon, pas mal le Parisien. Allez, un peu de politique. Alors, vraiment, le suspense était intolérable. Oh là là, mais alors, quelle pouvait être l'issue de cette première motion de censure contre le gouvernement de Michel Barnier? Oh là là, vraiment, on se demandait vraiment si le gouvernement allait tomber. Non, pas du tout, il n'y avait aucun suspense, je vous l'ai dit hier matin. Le Rassemblement national avait déjà dit qu'ils n'allaient pas voter avec la gauche, avec le NFP, cette motion de censure, il n'y avait aucun risque. Voilà, bon. Alors, les médias en ont quand même fait des tartines, mais en vrai, il y avait zéro surprise. Résultat, on se retrouve avec un article dans Libération ce matin qui dit « Sans surprise, Barnier pas censuré », puisque mardi, c'est hier, seulement 197 députés ont voté le texte déposé par le nouveau Front Populaire contre le Premier ministre. Il fallait 289 voix, donc il manquait quand même pas mal de voix, pour faire tomber le nouveau locataire de Matignon, provisoirement épargné par le Rassemblement national. Seul Joe Biden tombe. Oh, Ben. Un peu de respect pour les personnes âgées en vrai. Dont je suis. Dans une société, il faut prendre en considération, il faut considérer et respecter tous les âges. Les plus jeunes, les plus faibles, ceux qui sont dans la pleine force de l'âge, et aussi les gens un peu comme moi, grisonnants, aux capacités intellectuelles déclinantes, voilà. Donc je vous demande un peu de respect, s'il vous plaît, pour les personnes âgées. Alors lisons un peu cette histoire. Même pas mal, dans un hémicycle clairsemé, Michel Barnier a évité, sans flancher sa première motion de censure. Mardi, seuls 197 députés ont voté le texte porté par le nouveau Front Populaire, loin donc des 289 voix requises pour faire tomber un gouvernement. Sans les 125 voix du RN, la mission était mathématiquement impossible. C'est pour ça qu'il y avait zéro suspense. Au Palais Bourbon, la coalition de gauche... Alors pourquoi ? Vous allez me dire, mais quel intérêt de déposer une motion de censure alors qu'elle n'avait aucune chance de passer. Ça avait du sens quand même. Peut-être que l'ami Jean Massier, qu'on retrouve à midi d'ailleurs, vous l'a très bien expliqué hier en live, parce que je sais qu'il a fait un live là-dessus. Au Palais Bourbon, donc à l'Assemblée, la coalition de gauche voulait frapper d'entrée de jeu après la déclaration de politique générale du Premier ministre et faire bloc face au hold-up démocratique, ayant mené M. Barnier à Matignon, malgré les 6,5% de la droite de LR aux dernières législatives. Jamais, monsieur le Premier ministre, vous n'auriez dû vous tenir devant moi et siéger sur ces bancs avec un gouvernement qui, lui non plus, n'aurait jamais dû être nommé, a expliqué par exemple Olivier Faure, qui est le premier secrétaire du PS, dont on va parler tout à l'heure. Tour à tour, les représentants de la coalition de la gauche ont dénoncé un détournement des urnes sans précédent. Le vote est le moyen de règlement pacifique des conflits. Si vous lui ôtez son caractère sacré, alors c'est tout l'édifice démocratique qui menace de s'écrouler, a encore dit Olivier Faure. Si les députés du NFP insistent sur cet aspect démocratique, donc en fait cette motion de censure c'était pour porter encore, vous l'avez compris ce message, merci beaucoup Armel Rose
pour le 33e mois d'abonnement, TV Jojo pour le Prime, Brandy Hot Dog pour le 37e mois. Donc c'était l'occasion de porter ce message. Si les députés de gauche insistent tant sur cet aspect démocratique, c'est qu'ils continuent de penser que le président de la République aurait dû confier les clés du pouvoir au NFP, notamment à Lucie Castet, vous vous souvenez. Barnier défend son programme d'économie drastique, lui, devant les députés. La réalité que nous devons dire aux Français, a-t-il dit, c'est que nous dépensons trop, nous dépensons de l'argent que nous n'avons pas et nous empruntons à des taux qui s'éloignent de ceux de nos voisins européens. Le NFP voulait souligner que le Rassemblement national aussi, en refusant de censurer le Premier ministre, issu du parti LR, se retrouve de fait dans une forme de soutien au gouvernement sans participation. Il y avait aussi ça, quoi. Après, sur l'aspect démocratique, le NFP a fait moins de voix que le RN. Au premier tour, la flèche bleue. Et je pense que tu le sais bien. Or, une élection, en France, sauf à changer le système, c'est en 2 tours. Donc tu ne dis que la moitié de l'info. Et ça n'est pas très bien. Non, le Front National n'a pas eu plus de voix que le NFP. Au 2e tour. Ah, c'est en 2 tours, chouchou. C'est comme si tu fais, je sais pas, tu fais un 800 mètres, et t'as le mec qui est arrivé 2e, il dit « Ah oui, mais aux 400 mètres, j'étais en tête !» Ben, ouais. Ok. Super. Donc non, c'est en 2 tours. Eh ben non. Bah non. Mais non. C'est la règle du jeu. Parce que ça se compte en nombre de sièges. C'est les règles du jeu. Après, on peut remettre en règle le système, le scrutin majoritaire à 2 tours, le fait qu'on vote pour des députés. Mais là, faut aller vers une proportionnelle intégrale. Et ça, c'est encore un autre débat qu'on a souvent évoqué ici. Hein, voilà. Oui, c'est ça. Plus de voix, mais pas plus d'élus. C'est la règle du jeu. C'est l'histoire du 400 et du 800 mètres. On continue ? On peut revenir sur ce débat qu'on a eu 10 fois. Mais ça, on aura ce débat de nouveau parce que est-ce qu'il faut réformer notre système politique ? Ça, c'est une vraie bonne question et quelque part, ta question, elle est là-dessus. Pointé du doigt par la gauche, l'extrême droite, justement, justifie son refus de censurer Michel Barnier. Pourquoi l'extrême droite refuse pas, d'ailleurs ? Refuse de voter la motion de censure. Alors, eux, du côté du RN, ils disent le blocage pour le blocage n'aboutira que sur le chaos. Voilà. Et il n'exclut pas de faire tomber le gouvernement un peu plus tard, d'ailleurs. Voilà. Avant d'en arriver à un tel acte, le RN compte bien profiter de son influence sur l'action gouvernementale. Eux, ils disent on est responsable. On ne fait pas tomber le gouvernement comme ça d'entrée. On va voir. On va voir ce que ce gouvernement va faire et on va essayer de peser sur ces mesures. Voilà, c'est la position du RN. Voilà. Je vous lis un petit peu là-dessus, puis on parle de la guerre au PS aussi. Ouais. Le RN tient le gouvernement par les coucougnettes. Pourquoi censurer ? Nous dit Alastair. Alors c'est dit de façon un petit peu imagée, mais c'est pas complètement faux, en vrai. Ils n'excluent pas parce que le gouvernement va mettre en œuvre une bonne partie de leur programme. C'est vrai que sur l'immigration, ce gouvernement va essayer de mettre en place des choses assez musclées. Va essayer de mettre en place, ouais. À condition que que ça respecte la Constitution. Je t'ai remercié, Anna du 05, je sais plus. Merci pour le 38e mois. Le replay de la revue de presse a toujours pas de son, Pacoun. T'es allé tester comme il y a 15 jours. Tu viens d'aller voir le replay. Oh merde, ça recommence. Ouais, c'est pas moi, c'est pas mon setup. Quelqu'un peut me confirmer, on m'avait dit que c'était réglé. Bon, on n'aura pas le son de... Ah mince. On a eu le problème... mais c'est pas mon setup, c'est pas moi qui règle ça. D'accord, ok. Bon, tant pis pour ceux qui voudront regarder cette revue de presse en replay. Vous avez bien fait d'être là ce matin. Ah, ça m'embête. Bon, par contre, je vais crier, parce que c'est 2 fois de suite. Bon, vous me confirmez ça tout à l'heure. C'est embêtant. Ok. Vous confirmez ? Bon, je vais déjà dire à l'équipe. Ah, zut. On me dit que le replay de la revue de presse n'a pas de son. Point. C'est dommage.
Bon, bah, je vais finir par faire la revue de presse à la maison. Hein. C'est dommage, parce que le premier il y a 15 jours déjà. Ok, bon bah... du coup, bah, merci pour l'info, parce que je ne l'avais pas. Et l'équipe, c'est Étoile, Bonbon Toutou. Tu penses que Rayou, qui m'a montré Twitch il y a 4 ans, il est là tous les jours, caché derrière le bureau, là, pour... pour... pour m'installer le setup, pour cliquer sur les scènes, pour régler le son, les lumières. Ça va, mon Rayou? Tiens, je vais jeter un petit biscuit. Il ne mange pas beaucoup. Hein? Vous savez que sur Valo, c'est lui qui clique, en fait. Oh, putain, c'est bon, ça. Oh, le pauvre Rayou, putain. Il y a vraiment quelqu'un qui a imaginé que Rayou était sur mes streams, en fait, pour... Quelle bonne patte, quand même, ce Rayou. Oh, j'adore. Attends, tiens, je vais lui rejeter un petit biscuit. Mon Rayou. C'est incroyable, ça. Non, en général, je stream tout seul. Tout va bien. Voilà, mais là, je suis pas chez moi. Oh, j'adore. OPS, la guerre est déclarée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de guerre OPS? Attends, je vais mettre un petit biscuit. Pas trop quand même. Lundi soir, François Hollande a ouvert les hostilités en demandant un nouveau congrès du parti, espérant que son premier secrétaire, Olivier Faure, soit remplacé. C'est violent, en fait. C'est violent, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Je suis un peu surpris par cette histoire. François Hollande a pris tout le monde par surprise, affichant jusqu'ici une entente cordiale avec Olivier Faure. Ça semble bien se passer. Hein. Le premier secrétaire du PS, l'ancien président a déterré la hache de guerre. C'était lundi soir sur la chaîne parlementaire. C'est tout frais. Il s'est ainsi prononcé pour un nouveau congrès du PS en début d'année 2025. Revendication des opposants internes au PS à Olivier Faure. François Hollande ne s'est pas arrêté là. Il a clairement laissé entendre que le temps d'Olivier Faure à la tête du PS était fini. Nom de Dieu. Okay. Pourquoi? Pour permettre un rassemblement, une ouverture vers place publique et la gauche social-démocrate, et notamment les amis de Raphaël Glucksmann. Hein, il l'explique un petit peu, quoi. Les proches d'Olivier Faure montent au créneau et répondent. Olivier Faure, que M. Hollande appelle à remplacer aujourd'hui, est celui qui a affronté le champ de ruines que François Hollande nous a légué, en renouant avec nos fondamentaux, en remplaçant le PS au cœur de sa famille poétique, la gauche. Voilà. Toujours du côté des amis d'Olivier Faure, on dit, pour Hollande, le but est clair, se tracer un chemin sûr vers la présidentielle de 2027. Il veut prendre le parti pour être désigné par le parti sans passer par la case primaire, donc il est pressé. Voilà. Est-ce que ce serait des ambitions personnelles de François Hollande qui motiveraient ce move? Ça, je ne sais pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on répond éventuellement à François Hollande qui veut se présenter à la présidentielle 2027? Qu'est-ce qu'on répond globalement à tous ceux qui pensent à 2027? Qu'est-ce qu'on leur dit? Non, on leur dit pas non merci, on leur dit pas crotte. Non, on leur dit pas ça. Non. Non, c'est pas ça du tout. Non. Non. Bien sûr, Sugar Frog, voilà. La réponse est dans le chat, comme toujours. Meilleur commu. Inutile. Qu'est-ce que tu disais, Sugar Frog? Inutile, parce que c'est Samuel qui va être élu. 2027, c'est pour Bibi, 2027. 2027, c'est fini, les campagnes à la papa, je vais aux 20h, je participe à un débat. Mais non, mais 2027, les gars, c'est sur Twitch, c'est sur TikTok, c'est sur Instagram, c'est pour Bibi. Hein, campagne surprise, campagne éclair, à 6 mois des élections, bam, moi, Samuel Etienne, je présente ma candidature très solennellement et avec dignité à la présidence de la République, pour être le président de tous les Français, toutes les Françaises, au-delà de leur fracture, de leur division de leurs opinions. Voilà. Si, sur OnlyFans aussi, bien sûr. Bien sûr. C'est même pas la peine. Les candidats à la présidentielle, ceux qui pensent le matin en se rasant, ou même sans se raser pour ceux qui ont de la barbe, laissez tomber les vrais. Le match est plié. Oui, parce que j'aurais parlé fracture aussi. Le match est plié. Mais ils ne le savent pas encore. Mais il faudra leur dire. Merci tout le 83 pour le 12e mois. J'espère que tu m'aideras à financer ma campagne. On y croit à ton élection, mais moi aussi j'y crois. Ça voudrait dire plus de revues de presse. Si, on fera toujours la revue de presse, mais on la fera à l'Élysée. Et on en profitera pour décider ensemble des mesures pour notre pays. Bien sûr. Ne vous inquiétez pas. Tout est sous contrôle. Hein? Ouais, une revue de presse à l'Élysée. Ouais.
On t'a vu dans Popcorn hier soir. Oui, il paraît, non, il paraît qu'on m'a vu dans une vieille vidéo, c'est ça, quand je présentais le JT. Et que certains en plateau ont ironisé sur le fait que j'aurais plus de cheveux aujourd'hui, c'est ça? C'est ça que... Donc je serais plus jeune aujourd'hui, c'est ça? Il y a eu... Tu faisais plus vieux? Bah ouais, mais c'est parce que j'étais au JT. J'étais au JT, donc voilà, tu racontes les infos, j'étais plus sérieux, quoi. Mais j'étais pas plus... Dans le Rewind aussi? Ah, dans le Rewind, il y avait quoi dans le Rewind? Dans le Rewind, alors, Rewind, c'était quoi? C'était... Ils ont mis quoi dans le Rewind? Ils ont dit que j'avais glow up? Mais j'ai glow up! Mais ça, c'est l'amour. Ça, c'est l'amour, ça. Ils ont mis la fusion avec le canapé? Oh, trop bien! Oh, trop bien! Avec catsup? Ah, j'adore. Ah, je suis content. Je suis content. Non, mais c'est vrai que j'ai glow up. Mais ça, c'est l'amour, ça. C'est l'amour, c'est un petit peu Twitch aussi. C'est pas faux. Ouais. Vu les soucis de communication entre l'Élysée et les Français, la connexion doit pas être bonne. Donc pour les lives, Valo, ça pourrait être compliqué. Oh, t'inquiète. Ce sera une de mes premières mesures. Il va y avoir du RJ45, de la fibre, en veux-tu, en voilà. Ça va dépoter la co à l'Élysée. Ouais. Hier, on évoquait le fait que cela faisait 1 an depuis les attentats du Hamas contre Israël et 1 an début de la très violente offensive de l'armée israélienne contre les Palestiniens de la bande de Gaza. Et je vous disais, puisque moi c'est à cette conclusion que je suis arrivé en 30 ans de réflexion sur le sujet depuis que je m'intéresse au Proche-Orient, que la seule solution pour amener peut-être un jour la paix dans la région était la création d'un État palestinien, à minima, ça suffira peut-être pas d'ailleurs, et que la création de cet État palestinien ne pouvait passer que par une mobilisation, sinon une pression très forte de la communauté internationale. Voilà, c'est la seule solution. Et je ne suis pas le seul, il y a pas mal de chercheurs sur le sujet qui en arrivent à cette conclusion. Le constat du Monde dans la dernière édition, c'est qu'il y a une impuissance, aujourd'hui, diplomatique, de la communauté internationale au Proche-Orient. La guerre que mène Israël à Gaza contre le Hamas semble dans l'impasse et s'est étendue au Liban. L'administration Biden ne parvient pas à peser sur Benyamin Netanyahou. Les pays arabes sont divisés, les Européens marginalisés. Tout est résumé dans cette phrase. Hein, on va voir le dossier dans un instant qui est très intéressant. C'est dans la dernière édition du Monde. L'administration américaine n'arrive pas à peser sur son allié, Israël, le gouvernement Netanyahou. Les pays arabes sont divisés sur le sujet. Et les Européens sont marginalisés. Ils jouent quasiment plus aucun rôle. Israël s'en fout, Netanyahou s'en fout comme de sa première chemise de la vie des Européens qui sont un peu impuissants. Les pays occidentaux et arabes incapables d'arrêter la guerre, c'est donc le constat du Monde. Zoomons un peu. Hop, pas trop, parce qu'après... Ah, mais j'arrive pas, oui, il y a un problème de scène, j'arrive pas trop au truc. 1 an de guerre et le sol se dérobe. 1 an de guerre à Gaza et non seulement aucune issue n'est en vue, mais de nouveaux fronts se sont ouverts. Un embrasement régional est envisageable. 3 guerres simultanées se dessinent actuellement dans la région menées par Israël à Gaza, au Liban, vous le savez, et contre l'Iran. Et personne ne semble aujourd'hui en mesure de contraindre Benyamin Netanyahou, Premier ministre israélien, à la retenue. Les capitales occidentales et arabes redoutent une nouvelle escalade de façon constante depuis 1 an. Netanyahou et le cabinet de guerre ont ignoré les conseils insistants, voire les lignes rouges dessinées notamment par les États-Unis. Pourtant pourvoyeur d'armes et de munitions, parapluie diplomatique aux Nations Unies, précieux contributeur à sa sécurité grâce au déploiement aéronaval très important en Méditerranée. Depuis le 7 octobre, les Occidentaux font face à 4 injonctions en apparence contradictoires, explique une chercheuse. Soutenir le droit à l'existence d'Israël, parce que demander enfin la création d'un État palestinien, ça n'est pas nier le droit à l'existence d'Israël, ça me semble très important de le dire. Son droit à se défendre, appeler au respect du droit international humanitaire et veiller à une solution politique pour aller vers un État palestinien. C'est Nicole Niessoto, experte en géopolitique, qui l'explique. Après la sidération, la condamnation évidente des massacres commis par le Hamas, nombreux sont ceux qui ont une appréciation un peu naïve, dit-elle, de ce que voulait dire le fait d'insister sur le droit d'Israël à sa défense. Il a été très difficile de faire entendre raison à un pays blessé dans sa chair, soucieux de se venger après une telle humiliation. Dès le premier jour, l'administration Biden s'est rangée du côté d'Israël. Sur un plan militaire,
bien sûr, mais aussi politique et morale. La visite du président américain dans un pays éploré et désorienté le 18 octobre 2023 était pleine d'empathie, mais Biden avait dit à l'époque à Tel Aviv. Merci beaucoup Adri Maslia, ton message me fait bien plaisir. Mais me fait très plaisir même. Et merci pour le soutien. Et Biden avait dit, quelques jours seulement, après les attentats du Hamas, à Tel Aviv, il avait dit « Justice doit être faite. Mais, je vous mets en garde, si vous ressentez de la colère, qu'elle ne vous consume pas. Après les attentats du 11 septembre, nous, les États-Unis, nous étions enragés. Si nous avons cherché justice et nous l'avons obtenue, nous avons aussi commis des erreurs. » Voilà. Avertissement des États-Unis à Israël qui n'a pas été entendu. Il est vite apparu que seuls les États-Unis avaient les moyens de véritablement peser sur les choix d'Israël. En Europe, le 7 octobre et la guerre de Gaza ont révélé les divergences entre les 27 pays de l'Union et au sein des institutions. Par exemple, vous avez les Allemands qui sont des fervents soutiens d'Israël. Je dis les Allemands, l'État allemand, le gouvernement allemand, pour des raisons historiques évidentes. J'imaginais bien qu'au vu de ce qui s'est passé en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne aujourd'hui, l'Allemagne moderne, post-Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne politique, le gouvernement, l'État se sent un peu obligé d'être du côté d'Israël. L'Autriche, la Hongrie, la République tchèque ont souvent apporté leur appui à l'État hébreu. En revanche, l'Espagne et l'Irlande, eux, ont été beaucoup plus critiques et beaucoup plus pro-palestiniens, pour dire les choses très simplement. Et puis il y a la France. Ah, la France. Alors, d'autres pays comme la France soutiennent dans leurs déclarations les droits palestiniens et le droit international, mais en fin de compte, peu d'actions suivent. Voilà, ni reconnaissance de la Palestine, ni effort pour interdire les produits fabriqués dans les colonies israéliennes. C'est ce qu'explique un responsable du Conseil européen pour la politique étrangère. Ces discours masquent leur inaction envers les Palestiniens et contre les colonies et montrent en fait un soutien de fait à Israël. Finalement, explique un diplomate européen, ce qui compte pour Israël, c'est vraiment ce qui se décide à Washington. En Europe, il s'agit simplement de réduire, de combattre les effets de nuisance. Et en s'en remettant à la diplomatie américaine en vue d'un cessez-le-feu, les pays arabes emmenés par l'Arabie Saoudite se sont eux privés de tout levier dans le dossier. Les divisions entre les pays arabes, apparues dès 2023 lors de la réunion extraordinaire entre la Ligue arabe et l'Organisation de la coopération islamique, convoquée à Riyad, ont empêché la constitution d'un front commun entre pays arabes. Les pays arabes sont divisés sur le sujet. L'Arabie Saoudite et ses partenaires, parmi lesquels l'Égypte, la Jordanie et les Émirats Arabes Unis, ont normalisé leurs relations avec Israël. Eh oui. Ont rejeté l'appel de l'Iran à l'isolement de l'État hébreu. Malgré les critiques sur leur tiédeur, les gouvernements arabes ont donné la priorité à leur partenariat stratégique avec Israël, avec Washington. Et la principale menace provient pour eux de l'Iran et de ses relais, notamment en Irak et au Yémen. L'Arabie Saoudite, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, la Jordanie et le Qatar ont tenté de plancher quand même sur un plan pour le jour d'après dans la bande de Gaza, appelant ces pays arabes à l'organisation d'une conférence de paix internationale sous l'égide des Nations Unies pour donner corps à la solution à deux États, pour enfin que soit créé un État palestinien. Mais cette approche a été vidée de toute substance par l'émissaire américain, les émissaires qui ont rejeté la proposition de Riyad et de ses partenaires arabes de renverser la logique des accords de paix d'Oslo, en faisant dorénavant de la reconnaissance d'un État palestinien dans les frontières de 67, un prérequis à des négociations de paix et non l'inverse. C'est-à-dire que les pays arabes disaient on reconnaît un État palestinien et puis après, ça va permettre de construire la paix. Les accords d'Oslo, c'était l'inverse. C'est d'abord la paix et puis la création de l'État palestinien. Les capitales arabes ont alors espéré des pays européens, sans trop y croire, un soutien pour obtenir la reconnaissance de la Palestine. Il y a eu des pays européens qui ont reconnu l'État de Palestine. L'Espagne, l'Irlande, récemment, ces derniers mois, si je ne dis pas de bêtises, et la France, non. Voilà. Je dis la fin de l'article et puis je vous lis. Ça mate depuis les cours. Et amiral, Régimol, c'est important les cours aussi. Parmi les diplomates, le sentiment dominant est que l'administration américaine n'a plus aucun levier sur l'allié israélien, incontrôlable. La grande difficulté est de défendre l'État d'Israël tout en critiquant son gouvernement sans être taxé d'antisémitisme. Je relis cette phrase parce qu'elle est importante. La grande difficulté est de défendre l'État d'Israël tout en critiquant son gouvernement
sans être taxé d'antisémitisme. Netanyahou exploite cette dialectique de façon magistrale en se créant une carapace d'impunité au nom des victimes du 7 octobre et de l'existence d'Israël. C'est la chercheuse que je citais tout à l'heure qui le dit. L'imminence de l'élection présidentielle américaine de novembre a encore réduit la marge de manœuvre de l'administration démocrate. Impossible de provoquer une crise ouverte, là aujourd'hui, avec l'État hébreu. À l'approche des élections américaines, l'administration Biden s'accroche à sa priorité absolue, empêcher le Proche-Orient de sombrer dans une guerre totale, impliquant tous les acteurs, et éviter d'engager les États-Unis dans un conflit extérieur. Obsession plus que jamais soumise au bon vouloir de Benjamin Netanyahou et de sa coalition. Voilà. Cet article, un peu touffu, il a le mérite d'être clair et de nous expliquer pourquoi cette solution, qui pourtant est la solution, la création d'un État palestinien, un prérequis au retour un jour peut-être de la paix totale dans la région, eh bien la communauté internationale n'arrive pas à l'imposer. Voilà. Merci beaucoup what I am doing here pour le Prime. Merci Adrien Mastia encore. Merci tout le 83. Des questions ? L'État palestinien existait bien avant. Pourquoi faut-il le créer ? Karl, d'où l'État palestinien a un jour existé, mon ami ? Il me manque une info là. Samu, je dois te demander, c'est quoi le prix de ta carte graphique ? Je sais pas, je suis pas chez moi là. Mais dans mon setup, là, je suis en train de changer de carte graphique justement. C'était pas à la maison. Que peut faire la France pour empêcher ce conflit, Jonathan ? Alors, bonne nouvelle, on a l'enregistrement local du son de la revue de presse. Donc, tout à l'heure, en replay, je pense qu'on pourra remettre le son sur la revue de presse en replay. Bonne nouvelle. Ouais. Je ne comprends pas pourquoi c'est si compliqué de créer cet État palestinien, parce que Israël ne veut pas, l'État israélien, le gouvernement actuel ne veut pas de la création de cet État, tout simplement. Pour le coup, la réponse elle est très simple. Ouais. En fait, le gouvernement israélien actuel veut ces terres, pour créer des colonies de peuplement israéliennes, et assurer sa sécurité, puisque c'est le grand argument, bien sûr. Merci Voltari, et force à toi. Bravo pour cet engagement. Il y a personne à jeu qui dit après c'est quand même dangereux de reconnaître un État dirigé par des groupes islamistes. Alors ça c'est une donnée de l'équation, tu as raison. Hein, reconnaître un État palestinien, mais avec quel dirigeant, quoi. Alors, pour essayer de répondre à vos questions, mais je ne suis pas un spécialiste du Proche-Orient. Hein. Il y a Karl qui relance. Je ne comprends pas. Avant la création de l'État palestinien, il y avait quoi ? Il y avait des Palestiniens, il y avait des peuples arabes, si tu veux, mais qui n'étaient pas organisés en État. Hein. Il n'y avait pas d'État palestinien. Il y avait des Palestiniens qui vivaient ici. Puis il y a eu la Nakba, la catastrophe, quand la création de l'État d'Israël a provoqué l'exode de tous ces Palestiniens, qui étaient leur terre, mais qui n'étaient pas organisés en État. Création de l'État israélien par la communauté internationale, hein, pour donner un cadre de peuplement aux Juifs du monde entier qui avait été, rappelons-le quand même, parce qu'il faut revenir très loin dans l'histoire, soumis à des pogroms, à des violences et même à l'Holocauste. Hein. Mais ça, vous ferez vos recherches sur l'histoire du Proche-Orient, parce que vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui sans remonter loin à la création de l'État d'Israël, et bien avant encore. Hein, à la période coloniale et encore plus loin. Mais ça, c'est quelque chose que vous pouvez trouver assez facilement. Hein, comme le dit Fibre Skepti, le protectorat anglais, l'Empire ottoman, etc. On en reparle dans 50 ans.
Moi, je suis naturel optimiste et j'espère qu'on trouvera une solution avant 50 ans. Ouais. Voilà. Alors, pour faire court, merci Turin Barre. Empire ottoman, qui a dirigé les peuples arabes dans cette zone pendant très longtemps, puis les colonies anglaises, le protectorat, de 1919 à 1946, puis ensuite la création de l'État d'Israël. Voilà, c'est très résumé, mais en vrai, ça éclaire un peu quand même. Ouais. Alors, on revient en France si vous voulez bien, parce que je surveille l'heure. Oh, ça va, on est plutôt bien en termes de temps. Le Proche-Orient, on n'en parle pas tous les jours, mais quasiment aujourd'hui, quasiment sur cette chaîne, donc je ne refais pas à chaque fois tous les tenants et aboutissants de ce conflit. Sinon, les habitués, on n'en pourrait plus. Mais n'hésitez pas à vous documenter sur le sujet, voilà. Sur un sujet aussi complexe, quoi. Samuel sera évidemment là dans 50 ans. Je compte bien profiter de mes cotisations retraite, effectivement. Ouais. Merci Cathy Pré-Fleury. Merci Roduc. Merci François à Lyon. Merci à tous les trois. Des lectures à conseiller, pas en particulier, Louison. Ouais. C'est que tu m'as fait rire. Ezoc. Oh putain. Elle est bonne. En vrai, elle est bonne. Et LG qui dit Free Palestine. Bah oui, mais tout le monde est d'accord, mais ça fait pas. Tous les gens sensés sont d'accord. Mais ça fait pas avancer Schmilblick, quoi. Allez, les impôts. Est-ce que, pour ceux qui payent des impôts, est-ce que vous allez en payer plus demain ? Vous savez, les caisses sont vides. L'État est très endetté. L'État français, ça ne va pas du tout. Donc, on sait que demain, le gouvernement, Michel Barnier, le Premier ministre, va annoncer un projet de budget, loi de financement, qui prévoit a priori une baisse des dépenses et une augmentation des impôts. Pour qui ? Est-ce que vous allez payer, vous particuliers, plus d'impôts ? Est-ce que les entreprises vont payer plus d'impôts ? Les Échos, le grand journal quotidien économique, croit savoir ce qu'il y aura demain. Voilà, on vérifiera, mais bon, les Échos est un journal plutôt bien informé. Les pauvres vont payer plus et les riches moins. Alors, c'est très intéressant cette affirmation de Kaoni. Les pauvres vont payer plus et les riches moins, puisque c'est exactement l'inverse. Merci beaucoup Kaoni pour cette analyse. Sauf en matière d'électricité, puisqu'il y a une hausse des taxes sur l'électricité, et là tout le monde va les payer, et évidemment proportionnellement aux revenus. Une même hausse non proportionnelle aux revenus des taxes sur l'électricité va coûter plus cher aux plus pauvres, aux plus modestes, qu'aux riches. Et là, tu as raison. Mais si on parle des impôts, en revanche, c'est exactement l'inverse. Alors, on y va. Et pour les entreprises, c'est pareil. A priori, le gouvernement va taper plutôt les très grosses entreprises que les petites. Voilà. Il y a Mister Crêpe qui dit, sauf que c'est la version officielle, mais il y a les taxes d'électricité. Merci beaucoup, Mister Crêpe. Je crois qu'on s'est un peu croisés. La facture des hausses d'impôts va dépasser 25 milliards d'euros en 2025. Le projet de loi de finances pour 2025 que le gouvernement va présenter jeudi affiche, selon nos informations, une hausse des impôts de 19 milliards. Mais ce chiffre ne tient pas compte de certaines mesures et en fait, les Échos pensent qu'on est plutôt sur du 25 milliards d'augmentation d'impôts particuliers plus entreprises. Quelle sera la facture des hausses d'impôts attachées au budget 2025 ? Le gouvernement s'apprête à présenter demain, jeudi, un projet de loi de finances pour l'an prochain qui chiffre, selon nos informations, le total des hausses d'impôts à 19 milliards, montant qui passe toutefois sous silence certaines augmentations de prélèvements obligatoires pour faire grimper l'addition totale à 25 milliards d'euros. Pour arriver à ces chiffres, il faut se plonger dans le détail des différents projets lancés par le gouvernement. C'est ce qu'a fait les Échos, il y a un petit boulot. Il y a d'abord les hausses d'impôts qui sont en fait des non-baisses d'impôts, puisque le gouvernement précédent avait prévu des baisses d'impôts. Elles sont annulées, je parle du gouvernement de Gabriel Attal. Il était prévu une nouvelle baisse des impôts de production sur les entreprises à hauteur de 1,1 milliard d'euros. Bon, cette mesure est évidemment annulée. C'est pas le seul dispositif qui va concerner les entreprises, puisque les plus grosses entreprises, alors ça, moi je l'apprends dans les Échos, on verra si c'est confirmé ou pas, les plus grosses entreprises devront supporter l'an prochain, et l'année suivante aussi, mais pour un montant divisé par 2, une surtaxe sur l'impôt sur les sociétés qu'elles payent, donc une surtaxe sur l'IS pour les grosses entreprises,
avec deux seuils différents selon que le chiffre d'affaires soit supérieur à 1 milliard ou 3 milliards. Donc je pense qu'on peut parler de grosses entreprises, chiffre d'affaires 1 milliard ou 3 milliards. S'il y a des gens qui sont entrepreneurs dans le chat et qui font, hélas, moins d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, vous n'êtes pas concernés, a priori, disent les Échos. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des entrepreneurs ici. Voilà. Il y en a peut-être qui font plus d'1 milliard, GG à vous. Mais sinon, vous n'êtes pas concernés. Bon. Moi, je suis pas loin sur Twitch. Hein. Je suis pas loin. Donc, j'ai eu peur, là. J'ai senti le vent du boulet. Hein. Mais non. Ah, vous n'écoutez pas. Oh, Matom. Ah, vous n'écoutez pas. Oh, j'adore rager comme ça. Imposer le chiffre d'affaires, c'est un non-sens, dit Matom. T'as utilisé ton ulti, Matom. Non, c'est le seuil du chiffre d'affaires qui décide de la surtaxe sur l'impôt sur la société. Matom, faut suivre. Ok, c'est dingue ça. Je viens de le dire mot pour mot. J'adore. Ultimatum, je suis assez fier de moi. Donc, moi j'en suis pas loin du milliard, mais non, pas Goleban, c'est pour rire. C'est pour rire. L'ensemble doit quand même rapporter 8 milliards aux caisses de l'État. Voilà. Une contribution exceptionnelle devrait également peser sur les armateurs, les bateaux, pour un montant finalement proche de 500 millions. La taxation des rachats d'actions va rapporter 200 millions d'euros. Enfin, pour faire son addition, Bercy inclut de plus le dividende exceptionnel payé par EDF pour 2 milliards. Donc on est d'accord que c'est plutôt les grosses entreprises qui sont taxées. Attendons quand même les annonces du gouvernement demain, parce que ça, c'est ce que pensent savoir les Échos. Ok ? Les entreprises ne seront pas les seules à mettre la main en portefeuille, les ménages aussi. Hein ? Voilà. On sait que tu vas payer le nouvel ISF, Samuel, dit Tim. Est-ce qu'il va y avoir un nouvel ISF ? Bien vu, Morgoth Saadé. Bien vu. Les ménages, et avant tout les plus aisés, vont payer plus d'impôts à travers, alors là ça ne parle pas de retour de l'ISF, mais là encore prudence, à travers un dispositif anti-optimisation fiscale qui doit faire en sorte que le taux d'impôt sur le revenu, hier, payé par les ménages les plus aisés, soit au moins égal à 20%. Vous savez que les ménages les plus aisés payent globalement sur leur impôt, sur leur revenu, selon les revenus, du 30%, du 41%, du 45%, la tranche marginale d'imposition la plus élevée, je crois que c'est 45% en France, c'est ça ? Tranche d'impôt, hein, vous savez que c'est plus compliqué que ça. Tu payes 45% d'impôt sur la tranche au-delà d'un certain niveau. Et en dessous, tu sais, c'est les tranches inférieures. Je pense que vous connaissez ça. Donc, certains ménages les plus aisés font de l'optimisation fiscale et arrivent, malgré des revenus très importants, à payer moins de 41, c'est 45%, hein, c'est ça. Progressif selon la tranche, c'est ce que je viens de dire de Olgarine. Hein, voilà. Donc certains, plutôt que payer, quelqu'un qui gagne bien sa vie aujourd'hui en tant que salarié, vraiment très bien sa vie, il peut payer facilement 30% d'impôt sur son revenu, par exemple, hein, en gros, avec le jeu des tranches. Voilà. Et certains se débrouillent pour payer moins. Et là, justement, il y a un dispositif pour que le revenu, l'impôt sur le revenu par les ménages les plus aisés soit au moins égal à 20%. Ok ? C'est le DEOF, dispositif anti-optimisation fiscale. Waouh ! Vous êtes renseignés, certains. On me dit que Bernard Arnault paye 13%, par exemple. Voilà. Les particuliers devront par ailleurs compter avec la refonte de la niche fiscale dite Airbnb pour les locations de tourisme de courte durée, parce que là aussi, il y aura un durcissement du régime fiscal des revenus Airbnb. Et là, ça fera 200 millions en plus dans les caisses de l'État. Le gouvernement prévoit aussi un bloc de mesures présentées comme une manière de verdir la fiscalité. Si on fait la liste exacte, ça doit passer par le durcissement du malus sur la vente automobile neuve et le relèvement de la taxe sur les billets d'avion. Voilà. Donc, prudence, parce qu'on attend les vraies annonces demain, mais a priori, il n'y a pas de nouvel ISF. Et si on met de côté un truc dont on va parler dans un instant, qui est très important, l'augmentation des taxes sur l'électricité, c'est plutôt en direction des plus riches, des citoyens les plus riches et des plus grosses entreprises. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce constat ? Mais par contre, on va parler d'électricité dans un instant. Ce qui est intéressant, parce que c'est un gouvernement de droite, quand même.
Tant qu'on paye pas, on est d'accord, dit Banane qui stream. Hello, c'est à partir de combien aisé? Bah là, l'histoire du taux d'impôt sur le revenu minimum 20%, on est quand même sur des revenus assez élevés. Hein. Bien. Hein. C'est surtout un gouvernement de crise. C'est pas faux, Windreco. C'est pas faux. Alors, donc c'est pas tout. Là, si on additionne tout ce qu'on vient de dire, on est à 16 milliards d'euros. Pour arriver à 19 milliards d'euros, Bercy ajoute 3 milliards correspondant à une hausse des taxes sur l'électricité. Et ça, ça va toucher tout le monde. Et évidemment, un ménage modeste qui va payer une taxe sur l'électricité plus importante, c'est-à-dire la même augmentation qu'un ménage riche, il est plus durement touché, proportionnellement bien sûr. Donc ça, pour le coup, c'est une taxe qui va toucher plus durement proportionnellement les ménages les plus modestes, la hausse des tarifs d'électricité de la taxe, que les plus riches. Ça évidemment. Ouais. Après, certains disent que c'est un peu un rattrapage aussi sur la période de la crise sanitaire où il y a eu le bouclier énergétique et alors que nos voisins européens voyaient leur facture d'énergie flamber, nous, elle a été contenue. Donc, le gouvernement dit que c'est un peu un rattrapage aussi. Je suis dégoûté, j'ai raté ton explication de la réforme, dit Nacho Tacos. T'as rien raté du tout. Comme d'habitude, j'étais très très confus, très flou. On t'inquiète. Tes cheveux sont dotés d'un beau blanc comme le sopalin devant moi, dit Astra. Évidemment, la question est de savoir pourquoi tu as un rouleau de sopalin devant toi, par contre, Astra. Tu viens de commettre un message très... Comment dire? Très étonnant. Parce que tu es en train de regarder ce stream avec un rouleau de sopalin. Au cas où il renverse son café. Ouais, peut-être. Ouais. Ouais, tu viens de te confondre. Pour se moucher. Pour un sacré nez. Faut un gros nez. Se moucher, comme dit Sugar Frog, se moucher. Ouais, c'est un fond vert, ouais. C'est un fond vert parce que j'enchaîne avec MVP à midi. Qu'est-ce qu'on était enrhumé pendant l'adolescence, dit Chapka? Oh nom de Dieu. Le thème aujourd'hui de MVP, ouais, je vous le montre. Hop. Alors, le thème aujourd'hui de MVP, c'est ça. Hop. Le thème de MVP, c'est ça aujourd'hui. Donc, c'est le 4e MVP. On a eu un premier MVP, Ma Vie Pro, sur les métiers passion. Qu'est-ce qu'un métier passion? Est-ce qu'un métier doit être une passion d'ailleurs? Voilà. C'était une belle émission. Après, on a fait une émission sur les conséquences de l'IA sur le monde du travail, sur les emplois. On a fait une 3e émission sur bonne idée ou pas d'aller travailler à l'étranger. Voilà. Et 4e MVP, là, à 12h, sur quand on veut, on peut, point d'interrogation. Est-ce qu'il est vrai qu'avec beaucoup d'énergie, de travail, d'application, de temps, eh bien, on peut réussir systématiquement? Évidemment que non, je spoil un petit peu la réponse qui sera dans l'émission. Les conditions, l'origine géographique, l'origine sociale, la santé physique, la santé mentale, le genre, les discriminations, la chance. Voilà. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui viennent influer. Voilà. On va un peu tailler en brèche le mythe de la méritocratie, et ça notamment grâce à Jean Massier qui sera avec nous, mon ami Jean, que je suis super content de recevoir dans MVP. Et puis Bacabou va aussi évoquer, dans un joli sourire, une jolie chronique elle nous donnera des pistes complètement farfelues pour sortir du burn-out ou de la dépression. Je pense que ce sera pas mal. Et Ludovic B, c'est notre pilier, il continue avec nous à découvrir à chaque émission de nouveaux métiers. Voilà.
Il est excellent, Jean. J'ai vu un de ses lives hier, c'est très intéressant. Mais bien sûr qu'il est excellent, Jean. Et il mérite du soutien et des viewers. N'hésitez pas, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne de Jean Massier. Ouais, ça va être super. Je suis trop content de recevoir Jean. J'ai découvert ses streams il y a peu de temps. Et quel homme. Ah, c'est cool, Danezo. Ouais. Et n'oubliez pas d'acheter le livre. Il a un livre, Jean? Il a un livre, Jean? Ah non, mais je savais pas. On t'envoie de la force, Mortadou. 7 mois que je suis en recherche de travail. Un livre de quoi? Merde. Il vient de sortir un livre? Mais il m'a rien dit. Il est trop modeste. Jean Massier, livre. Livre. Ah, c'est pas mon clavier habituel. Il y a plein de touches. Il a un livre, Jean? C'est quoi son livre? Comment ça s'appelle? La guerre des mots, c'est ça? C'est ça, c'est la guerre des mots? C'est ça? C'est la guerre des mots? Non, c'est pas ça? Non, c'est comment alors? Réconcilier les jeunes à la politique? Pourquoi je suis au cours de rien, moi? Les jeunes, c'est le présent, c'est ça? C'est ça? Ok, je l'ai. Je suis sur l'éditeur, là, c'est Payot. Ok. Les jeunes, c'est le présent parce que la démocratie a besoin des jeunes et vice-versa. C'est trop mignon. Par le streamer qui décrypte la politique sur Twitch. Alors que la majorité de la classe politique ne s'adresse plus qu'aux seniors par opportunisme électoral. Bah oui, parce que les jeunes, ils votent pas assez. Il y a que les vieux qui votent. Bah ouais. On reproche beaucoup aux jeunes d'être dépolitisés. Il n'y a rien de plus faux pourtant. Si la politisation des jeunes reste peu lisible pour leurs aînés, ce n'est pas une raison pour exclure l'énergie et les modes de pensée. Il a raison, Jean. De la jeunesse du chantier démocratique, il en va de l'avenir des jeunes, bien sûr, mais aussi de celui de notre démocratie. Il a raison, Jean. En puisant dans les pratiques en cours sur les forums de jeux vidéo, dans les initiatives locales portées par les jeunes, Jean Massier souligne les multiples raisons pour lesquelles la société doit faire le choix de laisser la place aux jeunes plutôt que de continuer à les stigmatiser comme elle le fait. Un manifeste politique revigorant à considérer toute urgence. Jean Massier est un acharné de l'éducation populaire. Après un parcours associatif puis en cabinet ministériel et en maire, il devient vulgarisateur politique sur la plateforme Twitch, où il est suivi aujourd'hui par plus de 250 000 followers. Eh bien, il est bien modeste, le Jean, parce que je ne savais pas qu'il avait sorti un livre. Et vous savez quoi? Eh bien, on en parlera tout à l'heure, du coup. Bah, merci à vous. C'est très juste son constat. Ouais. Bon, évidemment, ça ne m'est pas destiné, puisque... Hein, ça ne m'est pas destiné. Non, c'est un livre à destination des jeunes. Donc, voilà. Je me sens un peu exclu, bien sûr. Voilà, donc MVP, c'est, hop, tout à l'heure, à 12h. On enchaînera. On va pas, même pas cut le stream. Hein. On va littéralement enchaîner, quoi. Voilà. Je me remets sur la revue de presse. Arrête d'être aussi vieux, ça, mais je n'y peux rien. Mais plein de vigueur. C'est pour ça que t'en as pas parlé, Jean. Merci, Cyril. Merci, Mathilde. Là, c'est dans la tête. Un petit peu dans les os aussi, ça grince un peu. Tu peux en acheter une palette pour te remonter le moral. Une palette de livres? Et le livre de Sam, c'est pour quand? Oh, jamais, allez, Juan, je n'écrirai jamais un livre. Je préfère les lire. Je préfère jouer à Valo aussi. Franchement, je préfère essayer de devenir Silver, Gold, Radiant sur Valo que de bouquin. J'ai trop lu, moi, dans ma vie. Ouais. Le burn-out, on va en parler, ouais. Apprends-nous l'avenir, Samuel. Je peux vous apprendre le passé, Michel. Vous voulez que je vous parle du Moyen-Âge? Que j'ai bien connu? J'ai été serf, moi. Hein. J'ai travaillé pour un seigneur il y a longtemps. Vous voulez que je vous raconte? L'hygiène notamment. Oh, l'hygiène à l'époque, c'était une dinguerie. Hein. À 15 ans, t'avais plus de chicot. Hein. À 15 ans, t'avais plus de dents. Hein. D'ailleurs, souvent, vers 12-13 ans, tu te faisais tout arracher. Hein. Tout était pourri. Hein. Oh là 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 là, quel enfer. Voilà, je vous parle que de la bouche. C'était pas Jojo. Hein. Ouais.
D'ailleurs, très 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 tôt, on se faisait cautériser le nez, hein, parce que pour ne pas se sentir mutuellement, c'est un enfer. Un enfer. Ouais, oui, anti-obésité. Oui, je voulais vous parler de ce médicament. Il y a beaucoup d'articles dans la presse. Comment ça, mon humour? J'adore ton humour. Non, pas du tout. Non, j'ai vraiment vécu. Non, j'ai vraiment connu le Moyen-Âge, moi. Vous avez vu? Regardez ce visage. On voit bien que c'est un village qui a connu le Moyen-Âge. Il n'y a pas trop d'interrogation, quoi. Oui, il y a un médicament qui arrive en France, là, qui est autorisé, qui est en vente en pharmacie, sur ordonnance, anti-obésité, un peu miraculeux, voilà, et qui crée beaucoup d'espoir chez les gens qui essaient de lutter contre leur obésité. Bon, je le prononce comme je peux, comme vous voulez, je m'en fous, faites ce que vous voulez. Wegovy, Vigovy, Vegovy, Grégory, comme vous voulez. Le médicament anti-obésité, vedette, qui veut séduire les Français. Déjà commercialisé dans 15 pays, ce traitement est désormais disponible dans les pharmacies françaises, pour l'instant sans remboursement de la part de l'assurance maladie. Comment on sait qu'il fonctionne et qu'il est efficace? Parce que c'est un médicament qui a été testé quand même avant par des gens. Framboise, quand même. Tu sais, non, les résultats sont incroyables. Habillée de couleur vive, d'une jupe saillante, ce n'est pas Samuel chez Magla, c'est une jeune femme qui est en surpoids, qui regarde sereine, le lecteur droit dans ses yeux, c'est une pub en fait. J'ai décidé d'agir pour moi et pour ma santé. Nulle part dans cette publicité parue dans la presse française la semaine dernière n'est fait mention du Wegovy, ce médicament anti-obésité du laboratoire danois Novo Nordisk, et pour cause, une telle publicité est interdite en France. Tu ne peux pas faire de pub pour les médicaments en France. Mais c'est bien le logo du groupe danois orné d'un renne qui figure en bas à droite de l'image, et à côté d'un message particulièrement opportun, bien que la société ait encore du mal à l'accepter. L'obésité est une maladie chronique complexe. Parlez-en à votre médecin. Voilà. Cette campagne ne doit rien au hasard. À compter de ce mardi, donc hier, les médecins peuvent prescrire à leurs patients du Wegovy disponible dans les pharmacies françaises après l'avoir été déjà en Allemagne, en Espagne, en Suisse, en Angleterre et aux États-Unis. Les effets de ce médicament sont spectaculaires. La prise de ce médicament, qui se présente sous la forme d'une solution injectable toutes les semaines, occasionne une perte de poids moyenne de 15% au bout de 68 semaines. Note l'autorité européenne du médicament. Aux États-Unis, où une personne sur 8 a déjà pris ce traitement. Aux États-Unis, une personne sur 8 a déjà pris ce traitement. Aux États-Unis, une personne sur 8 a déjà pris ce traitement, c'est fou. Aux États-Unis, l'obésité commence à refluer. De telles performances séduisent au-delà des personnes obèses ou en surpoids, comme le montre le flot de publications sur les réseaux sociaux, de Kidam à Elon Musk. Bon, lui, de toute façon, il est sur tous les coups. Vantant l'efficacité du médicament pour perdre quelques kilos. On est sur un truc de confort, quoi. Ce mésuage explique que l'Agence nationale pour la sécurité du médicament ait décidé en France de restreindre justement l'accès du médicament aux personnes obèses dont l'IMC est supérieur à 35 sur prescription, même pas d'un médecin généraliste, mais d'un médecin spécialiste en endocrinologie, diabétologie, nutrition. Voilà. Donc le généraliste aura le droit de faire le renouvellement du traitement, mais en France c'est très encadré. On le réserve vraiment aux personnes en surpoids ou en obésité, et il faut voir un spécialiste. Bon, ça je trouve que c'est plutôt fine. S'il est attendu, le Wegovy ne sera pas en revanche à la portée de toutes les bourses. Comme ailleurs en Europe, à l'exception de la Grande-Bretagne et de la Suisse, il ne sera pas remboursé par la Sécu pour l'instant, du moins dans un premier temps. Novo Nordisk anticipe un prix compris entre 9 € et 12 € par jour, soit entre 270 et 360 € par mois. Donc c'est très cher. Entièrement à la charge du patient. Les plus modestes, qui sont aussi plus touchés par l'obésité, ne pourront pas en bénéficier, déplore Anne-Sophie Joly, qui est la présidente du collectif national des associations d'obèses. Tout cela n'est pas perdu pour les autres patients. Tout n'est cependant pas perdu pour les autres patients, puisque à l'horizon 2025, le labo espère bien décrocher une prise en charge par l'assurance maladie, en tout cas pour les personnes qui sont réellement en surpoids et en obésité. Voilà. Notamment parce qu'en fait, le médicament réduit de 20% le risque de vivre un accident cardiovasculaire grave. Donc, en vrai, l'intérêt pour les personnes et pour la société, il est important.
Le succès du médicament a propulsé le laboratoire danois dans les cimes boursières. Ça, moi, j'apprends un truc de fou. Novo Nordisk est de longue date un spécialiste du traitement contre le diabète. Il produit également de l'insuline, mais ces médicaments à base de sémaglutide l'ont fait changer de dimension. Le groupe est désormais la première capitalisation boursière européenne. La plus grosse entreprise européenne par sa capitalisation en bourse, c'est ce labo, les gars. Devant LVMH, le groupe de luxe français. 525 milliards de dollars. C'est même plus que le PIB du Danemark. L'entreprise a un PIB... Ah, putain. L'entreprise a une capitalisation qui est plus importante que le PIB du Danemark. Voilà. Incroyable. Bon, du coup, le Danemark en profite aussi un petit peu, quoi. C'est fou, hein. Mais les concurrents arrivent. Son plus grand rival, l'américain Eli Lilly, a obtenu il y a un an l'autorisation de mise sur le marché américain d'un concurrent, fonctionnant sur le même principe. Les ventes de médicaments se hissent quasiment au même niveau. D'autres laboratoires affûtent leurs armes, stimulés par les perspectives du marché, bien sûr. Roche, AstraZeneca, Pfizer développent chacun leur propre molécule. Voilà, de quoi espérer faire baisser le prix des traitements au bénéfice des patients, comme des finances publiques. Bon. On va voir. Je vous lis. Je viens de découvrir vos lives. Oh, merci Quentin. Merci à toi, trop gentil. Je suis un peu, ouais, non, pas malade, mais petit rhume, petite la voix qui... petit virus de l'hiver. C'est pas de la maladie, ça. Pas de la maladie, ça. En vrai, c'est pas mal. 11h33, on est sur un bon timing, puisque à 45, je vous abandonnerai pour aller hop dans le studio de MVP qui est un peu plus haut. Je mettrai une petite veste, voilà, retrouver les amis que je viens de vous montrer là pour une belle émission. Merci Lospidos pour le Prime. Merci Darsaliot pour le 22e mois. Merci Cathy Préfleury encore. Merci Roduc. Ouais. Ah, c'est déjà l'heure ? Ah non, viens, bonjour. Comment, ça va ? Ça te dérange pas de le faire comme ça ? T'es pas embêté ? C'est quoi ton prénom ? Julia. Enchanté Julia. Viens. Les amis, je vais vous présenter Julia. Julia qui est maquilleuse. Ça va Julia ? Coucou. Qui est coupée par le fond vert. Tu prends une chaise si tu veux, tu seras mieux. Enfin, vire mon sac. T'es sûr ? Ouais. Tu veux que je te maquille assise ? Toi, tu seras mieux, non ? Okay. C'est pour toi. Et en fait, comme... regarde, tout le monde te dit bonjour, Julia. Bonjour, Julia. Bonjour, Julia. Voilà. Julia, cette goat. Voilà. Et tout le monde te dit bonjour. Ça va ? Ça va, et toi ? Et en fait, donc, comme en fait, le temps est très compté entre la revue de presse et MVP, et que Julia a maquillé tous les autres chroniqueurs... Ils sont tous prêts, sauf toi. Tout le monde est prêt ? Ouais. Voilà. Bah, du coup, je vais enlever mon casque, parce que sinon... et Julia va essayer de me rendre beau. Voilà. Malgré le petit rhume. Voilà. Est-ce que je peux être maquillée aussi, s'il te plaît, Julia ? Demande Better to Read Books. Non, c'est que pour moi. C'est que pour moi. Voilà. C'est drôle. Voilà. Donc, alors, il y a 15 jours, on s'est maquillé pendant le Proche-Orient. Donc, c'était un peu lourd comme séquence, mais là, on est... là, c'est un peu plus léger. On est sur une épidémie de solitude chez les plus jeunes. Donc, toujours un sujet léger, parce que moi, dans la revue de presse, j'évoque des sujets qui sont parfois... Okay. Mais ça va, ça pourrait être pire. Voilà. Donc, faites comme si Julien n'était pas là. Voilà. Elle prend des outils de chantier. Ah bah oui. Moi, on maquille à la truelle. Voilà. Allez. Fais comme si je n'étais pas là non plus. Hein. On fait pareil. Oui. Donc, les amis, effectivement, il nous reste quoi, 10 minutes, Maxime, c'est ça ? Il reste quoi, 10 minutes, c'est ça ? 45, c'est ça ? Bon, t'as vu le son, mais bon, le son... Ouais. Ouais, parce que là, souvent, il y a des gens qui consomment le replay et en fait, ouais, ça c'est possible. Et en fait, manifestement, il n'y a pas de son. Voilà. Mais on va travailler là-dessus. De toute façon, on a enregistré le son. Attention, Sam, il y a une madame qui te maquille derrière toi. Mais où ? Mais où ? Il n'y a personne. Tu pourrais me faire gagner 20 ans. Ouais. Ouais. Il me faut un peu plus de temps que la fin du live, je pense, mais ouais. Les amis, je vous montre un dernier article. On parlait du livre de Jean Massier, qui parle des nouvelles formes de participation des jeunes au débat public. Bah, regardez justement, il y a un article dans Le Monde, page 21, sur une épidémie de solitude chez les jeunes. Alors épidémie, le terme
porte à débat, notamment chez les chercheurs qui ne sont pas tous d'accord. Mais en tout cas, il y a un constat, il y a un truc qui ne va pas, quoi. Souvent associé aux personnes âgées, vous savez, la question de la solitude, l'isolement affecte de plus en plus de vingtenaires. Le Monde a rencontré Germain, je crois que c'est un pseudo, parce que c'est des gens qui parfois ne veulent pas parler à visage découvert. Germain s'efforce de pas trop y penser, mais le sentiment de solitude avec lequel ce jeune homme de 21 ans, diplômé d'un BTS, compose depuis des années, refait toujours surface. Ne serait-ce que pour voir, sur les réseaux sociaux, des connaissances passer du temps entre amis. Ça lui rappelle que lui, il ne compte pas, dit-il, pour grand monde. C'est un Corrézien, depuis le passage au lycée, où son orientation en bac pro, dans une nouvelle ville, l'a éloigné de ses copains du rugby et de sa famille. Les interactions sociales se sont réduites comme peau de chagrin. La crise due au Covid-19, survenue durant son année de première, les a encore un peu plus émoussés. Peut-être que ça va parler à certains. Aujourd'hui, Germain, qui a souhaité rester anonyme, comme pas mal de témoins du monde, a heureusement une petite amie avec qui il partage une partie de la semaine, mais aucun ami proche. Et cela lui pèse. J'ai des discussions la journée avec des camarades ou des collègues, mais une fois en week-end ou en vacances, personne ne prend de mes nouvelles. C'est difficile d'avancer comme ça. Comment, dit-il, avoir confiance en soi quand personne ne voit de valeur en vous? C'est chaud en vrai. Hein. Ça va? Oui, super. Désolé. Hein. T'inquiète. Tu me dis. Après, comme ça. Après, Julia va passer de l'autre côté. Après, là, Julia fait la partie gauche. Et après, Julia va passer de l'autre côté. La pauvre. Là, tu n'avais jamais fait ça, je suis sûr. Non, Voilà. mais ça fait plaisir de changer un petit peu. Et alors, donc il en parle assez gravement. Il dit qu'il n'en parle jamais d'habitude, ce jeune homme. Il dit, je veux pas qu'on me prenne en pitié et qu'on décide de m'inviter à des sorties juste pour cette raison, quoi. Pas évident de se confier non plus sur son isolement à un âge associé dans l'imaginaire collectif à une période justement d'hyper socialisation plutôt, une période de sortie, de fête. Bien loin de cette image d'Épinal, la solitude est un mal de plus en plus répandu au sein des jeunes générations, dans une société toujours plus atomisée. Les jeunes sont même les premiers à souffrir de cette épidémie de solitude, comme l'ont appelé en 2023 des chercheurs et de hauts fonctionnaires américains qui ont fait des études sur le sujet. Alors on a quelques chiffres là-dessus, parce que certains au début de cela disaient « Ah ben non, je suis pas d'accord, il n'y a pas de solitude chez les jeunes ». En France, 62% des jeunes de 18 à 24 ans se sentent régulièrement seuls. C'est une étude de l'IFOP de janvier dernier qui le dit. En juin 2023, une étude annuelle de la Fondation Jean Jaurès révélait que si près de la moitié des Français, puis évidemment il n'y a pas que les jeunes qui sont touchés, déclarent se sentir seuls, cette proportion culmine à 71% chez les 18-24 ans. Et pourtant, tandis que cette problématique est plus volontiers attribuée aux personnes âgées, on parle souvent de la solitude des personnes âgées, les plus de 65 ans se disent à 37% concernés, la plupart des recherches et des politiques sur la solitude ont trop souvent négligé les jeunes. Or, s'il est des solitudes choisies et ressourçantes, parfois on souhaite être seul, on veut être seul, et ça nous fait du bien, l'isolement non choisi, donc qu'on va appeler l'isolement subi, 63% des jeunes déclarent en souffrir, a des conséquences majeures sur la santé mentale, sur la santé physique. L'Organisation mondiale de la santé a alerté en 2023 sur cette menace en utilisant cette comparaison. Passer trop de temps seul aurait le même effet néfaste que fumer 15 cigarettes par jour. Bon, évidemment, c'est pas la même chose, mais c'est pour faire une comparaison. Qu'est-ce que tu en penses? C'est parfait. C'est vrai? Merci Samuel. Merci beaucoup Julia, c'était un plaisir. À tout à l'heure. Bon, merci à Julia, voilà, qui m'a... C'est pas facile en vrai, hein. Mais c'est un truc qu'on a trouvé pour gagner un petit peu de temps. Parce que sinon, ça rallongerait d'autant la petite pause entre la revue de presse et MVP. Donc des vraies conséquences sur la santé mentale, mais aussi physique. C'est dans Le Monde, dernière édition du Monde. Le poids écrasant de la solitude revient constamment dans les appels à l'aide que reçoit l'association En Avant Toutes, au pluriel. Ces jeunes ont vécu, dit la directrice de la SOS, du fait de la crise due au Covid, les dernières années de lycée enfermés. À un moment déterminant où se fait justement l'apprentissage de la création du lien à l'autre. Ils ne pouvaient se projeter qu'avec l'idée que la collectivité était dangereuse, hein, le virus. Cela a altéré leur rapport à la sociabilisation. Je vois qu'il y a un sondage. Ressentez-vous cette solitude? Je vois oui, 73%. Non, je suis chanceux, 28%. N'hésitez pas de voter. Le sondage est en haut du chat. Il vous reste encore une petite minute pour voter. Cela a altéré le rapport à la sociabilisation chez certains de façon durable. Les confinements ont créé des éléments de phobie sociale.
De nombreux jeunes ont confié avoir du mal à refaire du lien avec d'anciens copains. Il y a aussi eu ceux pour qui les confinements ont été une continuité. Déjà, il y avait de la solitude déjà avant. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à voter. Le sondage est un petit peu en train de se rééquilibrer, mais il y a quand même beaucoup de gens concernés. Toute une frange de jeunes était déjà très seule avant le Covid, sortis du système, et finalement, pour eux, ça n'a pas changé grand-chose. Si la crise sanitaire a accentué ce phénomène, il n'est pas complètement nouveau, hein, mais même de tout temps. Hein. Moi, j'ai connu ça. Quitter le foyer familial est un moment charnière qui demande de se créer un nouveau réseau de toutes pièces. Parfois, on change de ville. Hein. Pour les études, moi, je me rappelle jeune breton débarquant à Paris où je connaissais personne, jeune salarié quittant Paris pour aller travailler à Montélimar. Bon, bah, il faut te refaire des amis. Bon, bah, moi, après, j'ai arrivé relativement, mais c'est pas toujours facile. En France, les campus universitaires n'aident pas, contrairement à ce qu'on observe dans d'autres pays. Les étudiants y ont peu de contacts sur nos campus à nous et se retrouvent rapidement perdus. Le passage à la vie adulte est lui aussi de plus en plus marqué par une confrontation à la précarité. Et cette dernière, avec l'âge, s'avère un des principaux facteurs de risque d'isolement, note la Fondation Jean Jaurès. Mes parents pouvaient juste me donner de quoi me nourrir. Pour le reste, je travaillais le soir, je travaillais le week-end, explique Germain. À la poste, au McDo, quand mes camarades sortaient le soir, socialisation, bah, moi je bossais, et ça coupe des liens. On nous dit que c'est censé être les plus belles années de notre vie, il faut en profiter. Alors du coup, on se sent encore plus mal d'être super seul, explique Timour, étudiant de 19 ans à Lille. Pour cette génération, l'usage massif des réseaux sociaux alliés et ennemi de la création de liens vient renforcer les effets de comparaison, parce qu'évidemment, on voit les autres poster sur Instagram des soirées de folie, des moments incroyables, des vacances, etc. Avec tous ces codes de sociabilité intense qui sont attachés à la jeunesse, on est vite stigmatisé à ces âges quand on est aperçu seul. Il y a le regard des autres aussi sur sa propre solitude, qui aggrave encore ce fait. Cela pousse les jeunes concernés à se mettre encore plus en retrait du monde, explique une chercheuse. Après les études, l'entrée dans la vie active est un autre moment de fragilité. Une fois son CAPES en poche, Laetitia est mutée pour sa première année d'enseignement dans la campagne picarde, loin de ses amis et de sa famille. Ça, c'est un grand classique. Loin de ses amis et de sa famille, avec cet éloignement, un entourage de travail bien plus âgé, qui a la charge de travail du début de carrière, elle se retrouve isolée. Bon, bah ça, les gens qui travaillent déjà ici ont peut-être connu ça aussi. Dans un contexte où la santé mentale des jeunes ne cesse de se dégrader, cette vague de solitude a des conséquences préoccupantes. Chez les jeunes qui font part d'un sentiment de solitude, on multiplie par 4 le risque de pensée suicidaire. Par exemple, dit un professeur. C'est un cercle vicieux. La solitude crée de la détresse psychique et la détresse isole elle-même. C'est un psychiatre qui l'explique. Ces situations mènent à des décrochages, il y avait des sorties du système scolaire ou des abandons de poste, donc il y a des conséquences qui sont très concrètes. L'expression, alors épidémie de solitude, elle peut être discutée. Certains chercheurs, comme ce psychiatre, ne sont pas trop d'accord. Lui, il dit pas que c'est une épidémie, il dit que c'est un sujet qui existait déjà avant et qui est plus fort aujourd'hui. Voilà. Et il dit il faut voir plus global, et il dit le problème il est beaucoup plus généralisé. Et il dit, ce psychiatre, et je trouve ça très intéressant, et on va finir là-dessus, il dit, la question est celle de notre modèle de société, de la façon de recréer du lien dans un tissu social qui fait à présent prévaloir l'individu sur le groupe. Les jeunes sont le pouls de la société, tout entière, et cette société, elle souffre de son atomisation. Cette vague de solitude constitue aussi un enjeu politique. Elle génère un vrai malaise par rapport au monde, un sentiment dévastateur de non-appartenance à ce monde. C'est dans Le Monde. Chef 69, l'article est dans le journal Le Monde. Pas dans le journal qui va sortir cet après-midi, là, dans le journal qui est sorti hier après-midi. À ses yeux, l'équilibre des sociétés dépend de l'intégration sociale de ses membres, peut-être encore davantage s'agissant des jeunes, en pleine quête de leur place dans la société. Donc, cette question, ce problème de la solitude grandissante chez les jeunes, en fait, elle doit interpeller toute la société, parce que des jeunes qui n'arrivent pas à sortir de cette solitude et donc de s'intégrer dans la société, bah c'est un problème global dont tout le monde doit s'occuper. Pas mal cet article en vrai. Hein, voilà. J'ai vu dans le sondage que ça parlait quand même à beaucoup. Hein. Vous en pensez quoi ? 46, je pense que je vais devoir aller mettre le petit écran d'attente. Je pense que Maxime va venir me chercher pour aller dans le studio. Un petit pipi, on va enchaîner avec MVP.
Article très bien pour un sujet très important, Android Gamer, tu as bien raison. Cher Samuel, que penses-tu de faire à ton niveau un rendez-vous de ta communauté sur le modèle de Boulange Day de Zerator? Pourquoi pas un marchand de journaux Day une fois par mois? Je ne sais pas du tout l'impact de ce genre d'initiative, mais ça pourrait peut-être aider certains à sociabiliser. Me dit Turin Turamba. Alors ça m'intéresse ce que tu me dis parce que j'ai vu le post de Zerator sur cette histoire de Boulange Day. Et c'est pas la première fois parce que je crois qu'il a déjà fait avant. Mais c'est quoi en fait l'histoire du Boulange Day en fait de Zera? C'est en fait, il appelle sa communauté. Merci Quentin pour le soutien. Merci Blins. Merci. Le Boulangeour, c'est ça? Le Boulangeour. Il appelle sa communauté à se retrouver à une heure précise devant les boulangeries, c'est ça? Mais des boulangeries, il y en a plein en France. Et il y a des gens qui vraiment se... C'est ça? Mais les gens mais du coup... Mais du coup, ça marche? C'est-à-dire que les gens se voient ou pas? Parce que des boulangeries, il y en a quand même quelques-unes en France. Et les gens, vous l'avez fait, vous? En fait, ça m'intrigue. Certains ont déjà rencontré des gens d'une communauté donnée dans une boulangerie. J'ai rencontré un voisin avec qui je joue à WoW aujourd'hui, me dit Hypnose. On l'a fait, on était 3 chez moi, me dit Sarah. Personne pour Sauce qui avait essayé. J'ai essayé, mais j'étais seul, me dit Pierrot El Fuego. C'est mignon. Alors, 0 personne devant ma boulangerie, me dit Xov. Oui, c'est ça, je me dis parce qu'on est dans un pays de gourmands. Hein, des boulangeries, il y en a beaucoup. J'ai retrouvé mon père, me dit Nestini, ça c'est bien ça. Bon, vu la météo, me dites pas que c'est aujourd'hui, parce que la météo elle est quand même pourrie. Me dites pas que c'est aujourd'hui le boulangeour là, parce qu'en fait la météo elle est juste exécrable. Hein. Ne dites pas que c'est aujourd'hui, hein, parce que là c'est le pire jour. Hein. Il pleut de partout. Hein. J'ai essayé, la boulangère avait un t-shirt Zera. C'est vrai? 19-10? Ah bah c'est dans 10 jours. Ouais, bah en vrai, pas mal, ouais. Alors moi, des boulangeries, alors, le problème, c'est que des boulangeries en bas de chez moi, j'en ai 15. Je suis un quartier de boulangerie, moi. J'en ai tous les 2 mètres, il y a une boulangerie. Alors, tu vois, c'est chaud, rien que ça, quoi. Celle que tu préfères, ok. Bon, en vrai, c'est pas mal. Encore une bonne idée de Zerator, comme toujours. Comme toujours. Voyez ce que je vais faire maintenant. Moi, chaque seconde compte. Non, c'est dans toute la France. C'est dans toute la France. Regardez comment je vais préparer la suite. Dans mon sac, qu'est-ce qu'il y a? Dans ma hotte. Il y a des boissons énergisantes. Regarde, je suis en train d'expliquer Maxime que je suis en train de tout préparer. Je prends une batterie pour recharger l'iPad. Pourquoi? Parce que... Alors c'est quoi ça? C'est du USB-C ça? Parce que pendant la revue de presse, l'iPad il perd en énergie. Or, en fait, tout le conducteur de l'émission, il est sur l'iPad. L'iPad que vous allez retrouver dans littéralement 10 minutes normalement. Là, il y a Maxime qui est venu me chercher. Je vais mettre un écran d'attente. Je vais pas couper ce live. Et on se retrouve dans 10 minutes dans le plateau, sur le plateau d'MVP, avec tous les beaux invités, les beaux chroniqueurs dont je vous ai parlé, notamment Jean Massier. Bon, alors, je ne cut pas le stream. Restez là. Vous êtes 4179. S'il y en a un qui part, je veux rien faire. Je vous mets un écran de pause et je vous dis à tout de suite, bande de beaux gosses. À tout de suite. J'en ai pour 10 minutes max, quoi.